c'était un grand chirurgien qui est décédé. Et donc, son épouse nous avait donné un costume. J'ai vu qu'elle me tendait la robe du serment d'Hippocrate. Donc, je dis, ah oui, on la rajoute par-dessus, parce que moi, je ne sais pas. Et là, elle s'est fâchée très, très fort. Et elle m'a dit, non, vous lui mettez rien que ça. Vous lui enlevez le costume, parce qu'il faut qu'il parte tout nu. Avec tout ce qu'il m'a fait vivre toute ma vie, je veux qu'il parte tout nu. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, nouvelle émission avec Nanou, c'est son pseudo. Elle est thanatopractrice, c'est très compliqué à dire, mais on est arrivé. Son métier, c'est d'accompagner les défunts, de les préparer, de les laver, de faire tout ce qu'il y a à faire sur un corps avant qu'il soit mis en bière et donc enterré. Elle vient nous raconter sa vie, elle vient nous raconter ce qu'elle a vécu, les demandes particulières qu'il y a eu de certaines familles. Si, comme Nanou, vous avez un métier particulier ou en tout cas une activité dont vous voulez parler, n'hésitez pas à nous écrire sur la page contact@legendegroup.fr. On vous répondra dès que possible. On sort 3 interviews sur la chaîne de Légende chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc si vous voulez vous abonner pour pouvoir suivre chaque sortie, n'hésitez pas à le faire. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook et en podcast pour ceux qui veulent nous écouter en audio sur le chemin du travail, en transport ou dans leur voiture, sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, on est partout. Pour l'instant, c'est Nanou qui est thanatopractrice sur Légende. Salut, c'est Nanou, je suis thanatopractrice et je viens vous parler de mon métier sur Légende. Merci beaucoup. Thanatopractrice, très compliqué à dire. Oui. Moi, je t'avais dit embaumeur quand on s'est vu. Je pensais que embaumeur et thanatos, c'était la même chose. Pas et exactement. tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit alors, il y a des pays où, quand on dit embaumeuse, embaumeur, c'est normal. Ouais. Mais en France, c'est thanatopracteur et thanatopractrice. Bon, ben enchanté. Donc, tu es Nanou. Tu as 39 ans. Tu es thanatopractrice. Oui. C'est pas ton vrai prénom, Nanou, mais tu préfères garder ta confidentialité, Oui, notamment c'est ça. sur les réseaux. Oui. Tu es donc thanato. On peut dire thanato, ça marche un peu Oui, bien sûr. C'est diminutif de thanatopracteur ou thanatopractrice. Okay. Oui, parce que sinon, ça se transforme en thanatotracteur, des fois. Ah oui. Ce n'est pas du tout le même métier, du coup. Non, pas du tout. Donc toi, ton travail, pour résumer, c'est de t'occuper des défunts. C'est ça. Je prends Après soin leur des mort. défunts. Oui, je prends soin des défunts au moment de leur décès, à partir de leur décès, jusqu'au moment des funérailles, de l'inhumation ou de la crémation. D'accord. Le but, c'est de ralentir le phénomène de décomposition et de permettre à la famille de se recueillir avec la dignité. On va éviter les traumatismes supplémentaires. Oui. Et parfois, il y a même de la reconstruction selon les cas. Enfin, il y a plein de possibilités, à vrai dire, puisqu'il y a la mort, comme on dit, la belle mort, c'est-à-dire assez âgée, sans trop de problèmes, maladie, enfin, juste le cœur s'arrête et c'est la mort classique. Mais tu vas avoir aussi des enfants, tu vas avoir des jeunes, tu vas avoir des gens qui ont eu des accidents. C'est ça. Il y a plein de cas différents. Je ne dirais pas qu'il y a des belles morts, mais en tous les cas, il y a la mort qui est violente, qui n'est pas attendue, et la mort qui arrive après une longue maladie et beaucoup de souffrance. Tu vas nous raconter un peu ton métier, comment ça se passe, le process, à partir de quel moment on t'appelle? Est-ce que ce sont les familles qui t'appellent ou est-ce que ce sont les pompes funèbres qui ont ce rôle-là? Oui. Tu vas nous raconter ce que tu fais en plus. Parfois, il y a un service que tu proposes aussi. Je crois que tu refais des visages, des moules de visages ou de parties du corps. Alors oui, c'est une partie à part. Je ne m'aide pas de ça pour refaire un visage. Non. Mais en tous les cas, c'est un souvenir du défunt qui est possible. Tu proposes ça un peu aux gens quand tu vas les croiser, c'est ça? Pas forcément. C'est les pompes funèbres qui parlent de l'existence de ces moulages ou simplement les familles qui sont déjà au courant de cette possibilité et qui vont en demander un. D'accord. Ça fait 17 ans que tu fais ce métier-là. Oui, bientôt. Bientôt 17 ans. Oui. Comment tu as eu cette idée-là? Parce que est-ce que c'est comme, on va dire, les idées d'enfants de je veux être astronaute, je veux être ça? C'est compliqué, on ne se dit pas je veux être thanatopracteur ou thanatopractrice. C'est compliqué parce qu'on ne se dit pas qu'on peut avoir un rapport avec la mort suffisamment tôt pour que ça devienne une vocation. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé puisque j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto. J'avais jamais entendu parler de la mort avant. Dans les repas de famille, c'est pas quelque chose qu'on aborde régulièrement et que même mes parents n'avaient pas envisagé, puisqu'il n'y avait pas de caveau familial à disposition au moment-là et tout ça. Et on m'a privée d'une partie de mon deuil parce qu'à ce moment-là, la famille a décidé que moi et mon petit frère, on n'aurait pas le droit. On n'avait rien à faire à la cérémonie. Donc j'ai pas vu le cercueil, j'ai pas vu la cérémonie à l'église et j'ai pas vu l'inhumation en elle-même. Ah oui, ok. T'es passé à côté en fait de ce moment-là, de cet événement-là, exactement. Même si c'est dramatique. Quoi. Oui, exactement. Ce qui a créé chez moi en tant qu'adolescente et plus jeune adulte d'autres traumatismes, puisque ça peut quand même détruire une vie, d'empêcher un enfant de voir. Ouais. On s'imagine, moi pendant très très longtemps, je me suis imaginé qu'il nous aimait plus et donc il était allé refaire une famille ailleurs. Parce que oui, on allait au cimetière et je voyais la tombe, mais
j'avais pas vu la mise, l'inhumation. Donc, dans ma tête, c'était pas possible, quoi. On t'a menti sur sa mort ou est-ce qu'on t'a entretenu? On m'a pas menti. Non, ma maman dit... nous a bien dit, il est mort, ça on l'a entendu. Mais c'est difficile de t'imaginer qu'est-ce que la mort quand tu ne l'as jamais vue, quand on n'a jamais entendu parler. Je veux dire, en tant qu'enfant, en plus, on sait que l'imagination, elle est débordante. Moi, je me suis très vite interrogée sur qu'est-ce qui se passe au corps quand on meurt, comment il devient, mais qui s'en va finalement. On parle de départ, on parle... Mais qui part de ce corps? Est-ce que c'est le corps qui part? Est-ce que c'est autre chose? On parle de disparition en plus, oui, c'est souvent. C'est ça, donc c'est très difficile à cibler en tant qu'enfant. Et puis ensuite, quand tu comprends que quand un corps il meurt, il est inerte, tu te demandes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui donnait l'activité à ce corps-là? Voilà. Qu'est-ce qui finalement, peut-être, considérablement, peut continuer de vivre à l'intérieur d'un corps mort. Et c'est là que les métiers du funéraire me sont venus. En fait, moi, je dis jamais j'ai décidé d'eux. Je dis toujours que c'est ce métier qui m'a appelée et que j'en suis arrivée à être thanatopracteur aujourd'hui. Donc c'est une vocation, en fait. Enfin, on peut le dire. On peut parler de ça. Maintenant, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Il y a pas mal d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui ont eu un événement un peu trauma dans leur vie et qui sont devenus médecins infirmiers avec ce moment-là. Ils se sont dit, c'est maintenant, c'est ma suite, mon travail, ça va être d'accompagner des gens, de trouver une solution pour leur santé. Est-ce que c'est peut-être aussi ce... Oui, c'est peut-être possible, certainement, mais après, parler de vocation face à la mort, je trouve ça un peu... Je dirais plutôt que c'est un chemin de vie. D'accord. Auprès de la mort. Ok. Tu te souviens du premier cas que tu as eu à gérer? Est-ce que tu as eu une formation avant? Comment ça s'est déroulé? Déjà, mon parcours, il a été laborieux, parce que c'est pas un métier dont l'éducation a l'habitude d'entendre parler. Donc, on n'a pas vraiment su me renseigner. Au départ, on m'avait mal dirigée. Les centres d'information et d'orientation, je ne sais pas si ça existe encore, mais ils ne savaient même pas le mot que je prononçais, à quoi ça correspondait. Donc, j'ai dû faire mes recherches toute seule. Ce qui était très difficile parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas l'Internet d'aujourd'hui. Hein. On n'avait même pas d'Internet du tout, quasiment. Vrai. Donc c'était très compliqué pour moi. Et une fois que j'ai trouvé, que j'ai compris que je devais faire une école, venait le temps et le questionnement sur le financement de cette école. Hein, puisque ma maman, elle n'a pas refait sa vie, elle nous a élevés toute seule. Donc financièrement parlant, j'étais tributaire des bourses, etc. Tu as un frère, ça? J'ai un petit frère, oui. Et... ma mère m'a très vite dit écoute, je ne pourrais pas te payer cette école. Et puis au départ, moi, j'étais partie en école d'infirmière parce qu'elle m'avait dit là-bas, tu trouveras toujours du métier, etc. C'était une autre époque. Et du coup, c'est vrai que je suis partie en école d'infirmière. Au bout d'un mois, on nous a dit il faut partir en stage. Et là, on m'a annoncé un stage en gériatrie. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, gériatrie, c'est les personnes âgées? C'est les personnes âgées, voilà. Mais tout de suite, moi, j'ai pensé... Alors, ce qui est hyper contradictoire, hein, mais tout de suite, j'ai pensé les toilettes, la nudité. Je me suis dit, non, je ne pourrais jamais rentrer dans cette intimité-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours, quasiment. Donc, j'ai quitté l'école d'infirmière au bout d'un mois. Et là, il fallait trouver une solution. Donc, je suis rentrée à l'armée pour me faire financer mes études. Parce que je savais qu'à partir d'un certain laps de temps, on pouvait alors demander une reconversion. Et donc, on pouvait être payé pour tous les mois pour faire une formation, et puis que la formation pouvait être financée par l'armée. Donc j'ai suivi cette voie, et j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'au bout de 4 ans de service effectif, j'ai demandé une reconversion de 12 mois, elle a été acceptée. Je suis donc rentrée à l'école, entièrement payée par l'armée. Alors à l'armée, juste pour savoir, tu faisais ton ministère de Santé, j'étais secrétaire médicale militaire. D'accord, c'est ça. Donc déjà, ce qui était génial pour moi, c'est que déjà j'avais beaucoup ça faisait sens, parce que j'apprenais le vocabulaire médical, j'ai travaillé dans des services comme la réanimation, les urgences, en secrétariat médical, tu es quand même proche des familles tous les jours, qui perdent aussi, à ce moment-là, des proches. Donc j'étais déjà finalement dans quelque chose qui allait me porter vers l'après. Et quand je suis rentrée à l'école de Thanato, pour moi, ça a été une révélation. C'est vrai que je me suis dit, ce jour-là, c'est le premier jour du reste de ma vie, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est là où je dois être ce jour-là, à ce moment-là. C'était une évidence. Ok. Ah oui, donc tu l'as su directement, en fait. Je l'ai su directement... non, je l'ai su le premier jour où j'ai observé le soin de conservation, parce que tu as une obligation
d'observer un soin de conservation avant de rentrer à l'école. C'est quoi un soin de conservation? Alors, le soin de conservation, c'est ce que je pratique tous les jours. Tous les jours, voilà. D'accord, ok. C'est ça. Donc, c'est un traitement invasif. On va d'abord passer par le système artériel. On va injecter un produit à base de formaldéhyde. Formaldéhyde, c'est quoi? Enfin, juste qu'on comprenne les termes, parce que pour les gens qui vont avoir... Enfin, moi, typiquement, je n'ai absolument pas de connaissances sur le domaine. Le formaldéhyde, si tu veux, c'est le résultat du formol qui a été dilué avec d'autres produits. Qu'on injecte dans les artères. Donc, nous, on va inciser un endroit pour sortir, extérioriser une artère. Et à ce moment-là, on injecte le liquide à base de formaldéhyde. Donc, c'est un mélange de formaldéhyde et d'eau. Voilà. Et ensuite, on va donc aller ponctionner directement dans le système artériel, donc par le cœur d'abord, pour récupérer, si tu veux, on ferme un circuit, on pousse d'un côté et on récupère de l'autre le sang artériel. Est-ce que c'est un peu comme une dialyse, finalement? Enfin, tu sais, il y a pas mal, le sang est un peu remplacé. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais tu vois, on injecte... Nous, on passe par les artères. Par les artères. Enfin, le sang donc sort et c'est remplacé par... Non, le sang est poussé dans le système artériel. Et avec un tube de ponction, on vient dans le cœur pour le récupérer. D'accord, ok. Voilà, on crée ce système de pompe artificielle quelque part. En tout cas, voilà, par système de pression et de... D'accord. Voilà. Et donc après, l'intérieur du corps, donc des artères et des... Donc après, le produit va se diffuser. On va masser pour enlever les lividités. Donc les lividités, c'est toutes les parties violacées. C'est le sang qui va sur les parties des clives du corps, en fait, et qui crée des endroits violacés. D'accord, comme à l'extérieur de la peau, comme du Oui, bleu. tu le vois. Du coup, ça donne un teint très violet, très parfois un peu noirci. Et donc, en massant et à la diffusion du produit, la peau va redevenir de coloration tout à fait normale. Comment tu apprends ça? Parce que là, tu nous expliques comment tu le fais. Oui. Mais est-ce que c'est des cours sur des cadavres? Est-ce que tu es accompagné? On ne dit pas cadavre. Moi, je dis pas cadavre, moi, je dis défunt. Défunt. Est-ce que c'est un cours sur un défunt? Du coup, est-ce que tu as un prof qui vient te faire un cas direct, un cas concret rapidement, ou c'est d'abord... Alors d'abord, tu as toute la partie théorique à l'école, puisque nous, notre diplôme, il est d'abord sur un concours théorique qui est sous numerus clausus. Donc on a à peu près 65 places par an dans ce concours. Et il y a à peu près 400 inscrits par an qui s'y présentent. Donc, d'abord, tu vas préparer ce concours théorique. Tu vas passer 3-4 mois en formation dans des... On appelle ça des écoles, mais c'est plutôt des centres de formation à la préparation du concours du diplôme national de thanatopracteur. Ça rallonge. Mais ça rallonge. Et ensuite, c'est beaucoup de travail et d'investissement à la maison. Et une fois que tu as préparé ton concours, donc tous les mois de janvier, on vient à Paris, on passe cet examen, et si tu es reçu, que tu es dans les 65 gagnants, alors tu passes à la partie pratique. Et là, tu vas devoir trouver un maître de stage que tu vas suivre maintenant depuis au minimum 6 mois. D'accord. Voilà, tu as un certain nombre de soins à effectuer avec cette personne, tu n'es jamais seul. Et en fait, c'est quelqu'un que tu vas suivre dans son travail au quotidien. Par exemple, moi, je forme des élèves. Donc, c'est des élèves qui viennent sur 6 mois de temps. Qui font le même parcours. Ils travaillent avec moi. Okay. Et alors, je leur passe la main au fur et à mesure. Ils apprennent avec moi. Et ensuite, ils passeront leur examen pratique. Donc, il y a 2 jurys nationaux qui viennent, qui observent un soin de conservation qui est fait par là, le stagiaire, tout seul. Ok. Oui, donc c'est par étapes. Plus ils vont passer du temps avec leur maître de stage, plus ils vont progresser. Et après, ils seront à même de faire du terrain seuls, quoi. Tout à fait. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que c'est un métier très technique, où il faut pratiquer. Et pour autant, depuis février 2022, on exige le bac ou un diplôme équivalent pour s'inscrire dans ces écoles. Ah oui, ok. Donc ça ne se fait plus sans diplôme. Il faut un minimum de bac. D'accord. C'est ça. Entre le moment où tu commences ta formation, où tu démarres la partie théorique, et le moment où tu es seul à faire ton métier, combien de temps se passe? Alors, au minimum, si tu réussis tout du premier coup, il faut compter 2 ans et demi. Parce que parfois, même après l'examen pratique, il va falloir attendre l'année d'après, à peu près au mois d'avril, pour paraître au journal officiel et être officiellement diplômé. D'accord, ok, je comprends. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Typiquement, quand quelqu'un décède dans une famille, on se dirige directement vers les pompes funèbres qui vont se charger d'organiser le maximum de choses. Oui, c'est ça. Ce qui va faciliter aussi la tâche des personnes, des familles qui restent. Oui. Et notamment la partie, je pense, de ton travail. Est-ce que ce sont les pompes funèbres qui t'appellent Alors, c'est les pompes funèbres qui m'appellent parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent appeler eux-mêmes directement un thanatopracteur.
Moi, ça fait quelques temps que ça commence à m'arriver, que des familles m'appellent directement. Autrement, oui, nos clients directs, ce sont les pompes funèbres. D'accord. Qu'est-ce qu'on te dit au téléphone? Est-ce qu'il y a toujours des consignes? Est-ce que les gens laissent toujours des consignes pour leurs défunts? Alors, pour ma part, je demande aux conseillers funéraires avec qui je travaille en équipe de vraiment demander un maximum de détails. Comment se coiffait le défunt, ses habitudes. Est-ce que c'était quelqu'un de coquet ou pas? Est-ce qu'il y a un dentier? Est-ce qu'il y a une perruque? Est-ce qu'il y a des lunettes? Est-ce qu'il faut lui refaire les ongles? Enfin, tout un tas de détails qui sont primordiaux pour que les familles reconnaissent directement leur défunt et ne soient pas choquées d'une image qui n'était pas celle de cette personne de son vivant. Oui, on a envie de voir la personne à son meilleur, quoi. Enfin, c'est ça. Dans l'image qu'on on n'a pas envie de le voir changer, on n'a pas envie de ça. voir quelqu'un de maquillé, alors que dans la vie, c'était quelqu'un qui ne se maquillait jamais. Voilà, il faut respecter les décisions, donc soit du défunt qui, de son vivant, aura laissé ses dernières volontés, soit de la famille. Tu as des photos parfois? Est-ce qu'on te donne des photos de personnes? Bien sûr, c'est dans le cadre de reconstruction, etc., c'est vraiment très, très important. Oui, parce qu'on va parler d'une partie après aussi, c'est la partie de la reconstruction. Là, en l'occurrence, tu as des personnes que tu reçois qui sont abîmées par un accident, par la vie, par différentes possibilités. Quels sont les cas de reconstruction en général que tu vas croiser, toi? Ça peut être vraiment, il n'y a pas de cas généraux. Hein. Ça peut être un accident de la vie, quelqu'un qui est tombé du toit, quelqu'un qui est tombé dans ses escaliers, ou quelqu'un qui a simplement chuté, jusqu'à l'accident de voiture, à quelqu'un qui est renversé sur le bord de la route. Voilà, quelqu'un qui a mis fin à ses jours par arme à feu. Ça peut être vraiment beaucoup de cas différents. D'accord. Pour reprendre un peu les étapes, pour comprendre comment tu vas accompagner un défunt, à quelle étape, à quel moment on t'appelle? Typiquement, je sais que si quelqu'un décède à l'hôpital, il va y avoir d'abord l'hôpital, puis après ça va être transféré peut-être Alors d'abord, c'est les pompes funèbres qui prennent en charge le défunt, qui se chargent de l'organisation avec la famille. Donc c'est là où ils vont décider, est-ce qu'on laisse le défunt où il est, ou est-ce qu'on le transporte dans une chambre funéraire? Voilà, ça, c'est eux qui vont organiser tout ça. Et en fonction de ça, et en fonction du choix de la famille, parce qu'il faut rappeler qu'un soin de conservation, il n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que la famille va demander ou qui va lui être conseillé, selon les cas. Donc, à ce moment-là, si la famille accepte le soin de conservation ou le demande, nous, on va être appelés. Et ensuite, en fonction de nos plannings et de nos possibilités géographiques, on va s'y rendre. On n'est pas obligé de demander... Absolument pas, c'est pas obligatoire. La personne obligatoire. peut rester en l'état Tout à fait. Dans lequel elle est décédée? Tout à fait. Oh wow, ok, je savais pas ça du tout. Je pensais que c'était faisait partie des choses un petit peu... un rituel un peu classique, mais c'est pas du tout une obligation. Non, c'est pas du tout une obligation. D'accord. Et quand tu reçois un défunt, est-ce que... On ne sait pas trop forcément à quoi ressemble un défunt quand il est mort, enfin quelqu'un qui vient de mourir. Est-ce qu'on a les yeux ouverts, fermés? Est-ce que c'est toujours pareil ou est-ce qu'il y a des cas à part? Ça aussi, ça dépend. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, il y a des gens qui ont les yeux fermés, il y a des gens qui ont déjà été abîmés par les soins qu'ils ont eus avant de décéder. Il y a des personnes qui ont des tumeurs qui sont visibles directement à l'œil nu, donc qui leur ont déformé une partie du corps ou du visage. Et puis, il y a tout ce qui est, là encore une fois... les gens qui se suicident par arme, etc. Donc ça, c'est vraiment... Alors, ce genre de cas très violent, on le sait à l'avance. Puisque les pompes funèbres vont nous avertir en disant « Attention, peut-être il va falloir prévoir plus de temps, parce que là, c'est un cas particulier, en tout cas plus particulier que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre pratique de tous les jours, qui sort vraiment d'un contexte. Et du coup, là, on va le savoir pour pouvoir s'organiser, nous, après. Parce que... on a quand même plusieurs interventions par jour. Moi, je suis à mon compte, je suis indépendante, donc c'est moi qui gère mon planning. D'accord. Et en fonction des cas que je pourrais avoir, je suis susceptible de dire, écoutez, là, je ne peux plus intervenir aujourd'hui. Il faut mettre les soins demain matin déjà, parce que je sais que je vais avoir un grand travail à faire. Tu bosses avec plusieurs personnes? Alors, tu es à ton compte, mais tu as d'autres personnes qui travaillent pour toi? Ah non, pour moi... oui, pardon. C'est tellement récent que je n'ai presque oublié. Oui, j'ai embauché quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ah d'accord, voilà. Okay, donc vous bossez en duo quand... Ouais. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Combien de temps, tu disais que c'est plus long forcément s'il y a des dégâts par arme à feu ou par plein de moyens différents.
Combien de temps tu mets en moyenne pour... Il n'y a pas de moyenne. On va le savoir une fois qu'on est devant le corps et qu'on fait ce qu'on appelle la lecture de corps. C'est-à-dire qu'on va tourner autour du corps, on va regarder qu'est-ce qui est possible ou pas. Est-ce que, pour moi, le résultat va être celui qu'on attend. Il n'y a pas de demi-mesure dans les restaurations ou les reconstructions. Si on s'y lance, si on dit à la famille « oui, je vais pouvoir faire quelque chose », il faut être certain que le résultat va être celui qu'on a annoncé. Que ce soit 2 heures ou 6 heures, c'est pareil, quoi. Exactement. Dans d'autres cas, il faut absolument prévenir la famille et dire « écoutez, là, je ne suis pas sûre de moi. Je vais faire mon maximum, mais je ne vous promets rien. » C'est complètement différent de promettre quelque chose qu'on ne pourra peut-être pas tenir à la fin. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que les familles, elles payent. Donc, si le résultat, il n'est pas là, moi, je ne me verrai pas dire à une famille « oui, c'est bon, je vous promets que vous allez voir votre défunt », présenter un corps qui va les traumatiser x 10, et au final, leur faire payer quelque chose qui les aura traumatisés tout le restant de leur vie, en supplément du traumatisme qu'ils ont déjà vécu. Donc c'est vraiment des décisions qui sont très difficiles à prendre. Moi, j'ai appris à travailler en équipe avec les pompes funèbres avec qui je travaille, donc ils savent très bien maintenant qu'on ne fait pas de promesses et qu'on ne peut pas annoncer de délai. Parce que parfois, je vais avoir 2 heures ou 3 heures d'intervention s'il n'y a qu'une petite partie à refaire. Mais s'il y a tout un visage, plus d'autres parties du corps, ça peut aller jusqu'à des 8-10 heures de travail. Oui, effectivement. Voilà. Ouais. Dans le cas, par exemple, d'un tir par balle, comme tu disais, par exemple, plus encore peut-être. Mais pas que, oui. D'accord. Tu as des familles à qui tu croises, dont tu croises le regard et tu dis malheureusement je ne pourrais pas faire ce travail-là. Tu te sens parfois t'es dépassé par... Ah non, pas du tout. C'est mon rôle. D'accord. C'est mon rôle de professionnel. À partir du moment où je prends une décision, il faut que j'aille expliquer aux familles pourquoi je la prends. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de l'expliquer à ma place, parce que on a parfois tendance à enrober les gens dans du chocolat. Et c'est un moment où ils n'ont pas besoin de ça. Alors effectivement, on va mesurer chaque mot, on va prendre le temps qu'il faut, parce que ça c'est important aussi de prendre le temps, c'est comme dans tous les métiers. Et on va leur expliquer la réalité. Pourquoi je ne peux pas intervenir et pourquoi je décide de ne pas intervenir. Et les gens comprennent. Alors oui, il y a des réactions qui sont dans l'aberration, dans le déni, mais au bout de quelques minutes, voire parfois enfin je veux dire, je parle de 45-50 minutes de discussion, 1 heure de discussion, ils comprennent vraiment pourquoi j'ai pris cette décision et il n'y a plus de débat. Voilà. Et je ne vois les familles que dans ce cas-là, ou que dans les cas où justement j'ai fait une grosse reconstruction et que je tiens à présenter moi-même le défunt. Parce qu'il y a des endroits qui ne vont pas pouvoir embrasser, il y a des endroits qui ne vont pas pouvoir toucher. Et j'ai besoin qu'ils comprennent pourquoi. Parce que quand on n'explique pas aux familles, eux, et je le sais puisque je l'ai vécu, ils vont se poser un tas de questions. Ils vont même parfois penser qu'on a peut-être volé des organes, qu'on a cassé un os, qu'on a... Ils vont pas comprendre pourquoi, parce que dans une mort violente, l'être humain ne peut pas s'imaginer de ce qu'on devient, de ce que le corps devient. Donc, c'est véritablement à ce moment-là, il faut qu'ils aient conscience du travail qui a été effectué et de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas abîmer le travail. Voilà. Tu parles de familles qui ont peur de ça, qu'on casse des os, qu'on vole les organes. Les organes restent dans le corps quand tu... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord, je me demandais, enfin, c'est des choses, partie des choses qu'on se demande souvent, c'est qu'est-ce qui reste de nous dans le corps? Est-ce que tout reste facilement? Est-ce que par exemple tu vas redresser un nez s'il est cassé? Qu'est-ce que tu peux avoir comme action sur le corps? On s'adapte à ce que, encore une fois, chaque praticien a ses limites. Par exemple, moi, je ne fais pas le même travail qu'un confrère, et un confrère, lui, interviendrait peut-être sur un corps où moi, je déciderais que mes limites, elles sont atteintes. Donc, vraiment, c'est une fois qu'on est face à ces corps qu'on prend tous ces décisions et qu'on décide, on fait ou pas, pourquoi, et puis après qu'on voit les familles. Tu parlais des cas que tu as pu refuser, et tu expliquais aux familles parfois pendant 45-50 minutes pourquoi tu le refusais. Oui. Est-ce que tu as un exemple de cas que tu as refusé, qu'on comprenne un petit peu? Par exemple, les cas d'emphysème putride. Nous, ce qu'on appelle emphysème putride, c'est vraiment une décomposition très avancée. D'accord. Ce sont des corps où il y a une desquamation de la peau, où la coloration de la peau n'est pas celle qu'on connaît, où il y a des déformations et où même le défunt lui-même n'est plus reconnaissable.
Et ça, c'est très difficile à faire comprendre aux familles parfois. Comment on arrive dans des cas où tu arrives avec un corps en emphysème putride, donc en décomposition? Oui. À quel moment le corps arrive dans cet état-là? C'est parce qu'il est laissé, il est retrouvé plus tard, il est... Bah alors ça dépend, hein, ça dépend de beaucoup de facteurs, où il était quand il est décédé, combien de temps après on l'a retrouvé, de quoi est-il décédé, est-ce qu'il avait peut-être un traitement qui a aggravé la situation. Ouais. Voilà, donc ça vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs, il n'y a pas de généralité. Il y a même des défunts, quand ils décèdent, ça va très vite. Ah ouais. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça peut aller vraiment très vite. J'arrive pas à réaliser en fait comment évolue un corps une fois qu'il y a un décès justement. Est-ce que ça va très vite au point de, si tu le laisses à température ambiante en 3-4 heures, il y a déjà des modifications? Ou est-ce que c'est bien plus long que ça? Je vais pas me dire qu'il y a des cas particuliers à chaque fois, mais est-ce qu'il y a forcément une sorte de moyenne un peu référente? Je pense que quand même, est-ce qu'il y a une température qui veut... Tu sais, comme de notre vivant, on a tous des corps qui sont différents. Ouais, c'est pareil dans la mort. Vraiment, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de moyenne, ça dépend. Est-ce que tu gardes aussi les yeux des gens qui... Parce que souvent, on sait que les bouches sont cousues, je crois, pour bloquer. On appelle ça une ligature de bouche. Ligature de bouche, oui. Pas que la bouche, sinon elle va être ouverte, c'est un os qui va forcément se baisser. Est-ce que pour les yeux, pareil, est-ce que les yeux restent ouverts, du coup, il faut les coudre avec quelque chose dessous, ils restent? Alors, c'est la même chose que pour les autres membres du corps, pour détendre cette paupière, on va l'amasser, on va savoir la fermer naturellement. Et si vraiment on a un gros problème, alors on s'aide d'un petit point de colle, mais c'est très rare qu'il y en ait besoin. Et tu laisses les yeux tels quels pour le... Alors non, on met un couvre-œil. C'est une espèce de coquille un petit peu arrondie, tu vois. Comme une lentille. Exactement, comme une lentille, rigide. Et on place ça sur l'œil, parce qu'en fait, l'œil, c'est la première chose qui va s'affaisser par déshydratation. Ah, wow, Voilà, donc pour pas qu'il y ait cet effet de creusement, et pour donner l'illusion d'eux, on va mettre cette coquille. Quand tu dis s'affaisser, ça veut dire que ça va rentrer, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, tu as vraiment l'impression qu'ils ont disparu, alors qu'ils se sont juste affaissés, tu vois. Sur eux-mêmes? Ouais, c'est comme un soufflet. Parce que j'arrive pas... Ouais, c'est ça, ok. C'est ça. D'accord, parce que je me demandais si les yeux restaient tels quels, des billes, ou non, justement, ils s'affaissent. Non, ils s'affaissent. D'accord, ok. Et dans les choses que tu vas faire un peu traditionnelles, donc tu m'as parlé tout à l'heure de sortir le sang donc avec cette pompe-là, tu as d'autres actions que tu fais Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut sais, souvent, les gens pensent que notre métier, c'est du maquillage, de la coiffure, mais pas du tout. C'est 5 à 10% de notre métier. D'abord, on va s'assurer que c'est le bon défunt, parce qu'il faut vérifier l'identité du défunt. Oui. C'est quand même ça le plus important. Puis là, tu n'es pas un médecin, donc tu ne peux pas lui dire votre nom, votre âge, tu ne pourras pas répondre. Voilà, mais en France, on a les bracelets d'identification qui sont obligatoires. Donc, avec le certificat de décès, on vérifie ces bracelets. Ensuite, on va désinfecter la housse dans laquelle se trouve le corps. On va laver le défunt, s'il y a besoin de le laver tout de suite. On va désinfecter vraiment tout ce qui est bouche, nez, yeux, orifices naturels. S'il y a des plaies, c'est la même chose, on va s'en occuper. Ensuite, donc, on va procéder à l'injection du produit, donc du liquide à base de formaldéhyde. Et ensuite, on va drainer cavité thoracique et abdominopelvienne, donc toujours avec ce tube de ponction, qui est une grosse aiguille. Et on va, à l'aide de ce tube de ponction, aller chercher tous les fluides qui, par déclinaison, se seront... Stagnés, ça va être des excréments qui seraient... Ou qui sont dans les organes, comme la vessie, l'intestin, l'estomac. Voilà. On va nettoyer le corps. On va aussi, oui, tout à fait. Et on va aussi percer, trouer tous les organes, parce qu'à la fin de ce soin, on va aller épandre ce qu'on appelle un liquide de cavité, qui, lui, va avoir pour fonction vraiment de déshydrater un maximum tous les organes qui se trouvent dans le corps. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas d'odeur aussi? Bien sûr, puisqu'on ralentit la décomposition, donc forcément, il n'y a pas les actions de la décomposition. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont déjà côtoyé des défunts de leur famille ou autre, ou d'amis, mais c'est vrai que c'est inodore, on voit comme une sorte de poupée taille réelle en fait, d'une personne qui est la personne, mais c'est vrai qu'il y a, moi personnellement, pour l'avoir vécu plusieurs fois,
on sait que c'est la personne, mais on voit plutôt... Moi, je voyais une projection, par exemple, de la personne telle que je pouvais l'imaginer, à son mieux. Souvent, c'est le cas quand le travail est bien fait. Mais effectivement, il n'y a pas d'odeur. Toi, par contre, tu dois sûrement avoir cette partie-là. Est-ce que c'est Moi, j'ai plus d'odorat. T'as plus d'odorat? Merci. J'en ai plus. C'est pourquoi? C'est trop au travail? Alors, je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Mais en tout cas, ma déduction, au début de ma carrière, j'ai pris exemple sur mes maîtres de stage qui n'avaient pas pour habitude de porter leurs équipements de protection individuelle. Donc, pendant un certain nombre d'années, je n'en ai pas porté non plus. Et du coup, je pense que ça a grillé certaines choses. J'ai cette possibilité-là, ou l'autre, c'est de me dire que peut-être mon cerveau s'est dit cette option, elle n'a pas vraiment besoin, voilà. Wow. Donc, voilà, depuis un certain temps, et depuis de nombreuses années maintenant, je travaille avec mes équipements de protection individuelle, qui sont très importants dans notre métier. Puisque le formaldéhyde contient du formol et le formol est cancérigène. Ah, wow. C'est un liquide qui est en plus très volatile. Qui disperse, quoi. Ouais. Et qu'on pourrait inhaler chaque jour. Et ça consiste en quoi ton attirail, en fait? Est-ce que c'est juste des gants, une combinaison, un masque? Alors, on a un masque à capsule de charbon ou des masques FFP2. Capsule de charbon, c'est un peu comme dans le nucléaire. Ouais, c'est ça, c'est les avec gros les deux sorties. Oui, c'est ça. Ok. Les trucs où tu t'étouffes un peu, là, tu vois. Ouais. Ensuite, on a la blouse, on a les gants, on a les surchaussures, on a une charlotte, normalement, ou un calot. D'accord. Voilà. Ah oui, et parfois, un tablier hyper imperméable entre notre blouse et l'extérieur. D'accord. Ok. Et les lunettes de protection. Oui. Ouais, je le spécifie toujours parce qu'il m'est arrivé une grande aventure à moi, c'est qu'un jour, j'ai fait un mauvais geste. Tu sais, quand tu fais quelque chose et que tu as un rythme. Ouais. Et j'ai pas contrôlé mon geste et j'ai eu du formaldéhyde dans les yeux. Heureusement, j'étais pas très loin d'un hôpital, mais j'ai failli perdre un œil à ce moment-là. Ouais. Et depuis, je me suis dit plus jamais, quoi. Mais j'ai attendu que ça m'arrive pour le faire. Alors, faut pas faire comme moi. Je pensais que tu allais me dire un autre cas de projection, que ça allait être du sang ou quelque chose, mais est-ce que le sang, ça coule plus? Alors, alors ça, c'est toujours très délicat à expliquer parce que les gens pensent que les défunts ne saignent plus. Ouais. Mais un défunt saigne. Hein. D'accord. Voilà. Alors, ça ne va pas être une diffusion comme quand on est vivant. Tu vois, il n'y a pas c'est pas un geyser. Pas la pompe du cœur, donc en fait, ça ne va pas faire des gestes. Mais c'est un écoulement qui peut être diffus et régulier. Et donc, parfois, c'est assez dramatique parce que, par exemple, quand les médecins, puisque les médecins et nous avons l'autorisation de retirer des pacemakers, si le médecin le fait, mais que cette incision n'est pas fermée, alors il va y avoir des écoulements. Et si la personne avait décidé que c'était ses vêtements fétiches, eh ben, il va falloir les changer parce que parfois, quand on ouvre les housses, c'est surprise. On a quand même une bonne hauteur de liquide biologique qui baigne dans tout ça. Donc, on doit rappeler les familles. Elles sont traumatisées à nouveau. Elles ne comprennent pas pourquoi il faut amener les vêtements. Donc, tout ce qui est vraiment incision faite par les soignants, il faut absolument prendre conscience que c'est quelque chose qu'il faut obturer de la meilleure des façons. J'ai lu et vu, en fait, déjà, quand des personnes sont en réanimation et qu'elles sont allongées pendant longtemps, la graisse du corps va un peu tirer vers le bas. On peut voir des corps souvent émaciés, mais par contre, tout va se tasser. Oui, on parle c'est des œdèmes généralisés, ouais. Est-ce que c'est comme ça pour les défunts? Bien sûr. Est-ce que du coup, toute la graisse va parfois se retrouver en... Ah non, ça non. Non? Non, ça non. Mais par contre, ce qui aura été fait avant le décès va rester. Hein, donc, effectivement, les corps qui sortent de réanimation, ce sont des corps qui ont beaucoup d'œdème, qui ont beaucoup d'eau, qui vont suinter, même après le décès, hein, puisque l'eau va chercher à s'échapper. Ouais. Donc, c'est des corps qui sont quand même assez compliqués, puisqu'en plus de ça, la famille ne va pas forcément les reconnaître. Pour ceux qui n'auront pas pu aller voir ces personnes en réanimation et qui n'auront pas vu le changement physique. Donc ça aussi, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on doit annoncer aux familles avant de présenter les défunts. Ouais, déjà, leur dire, effectivement, il va être allongé, il va avoir la tête un petit peu relevée, donc des fois, ça peut donner cette impression de cou très gonflé, tu vois, quand c'est rentré comme ça. Voilà, seuls les gens qui partagent des lits communs peuvent savoir comment on est allongé, mais en général, tu ne le sais pas forcément. T'as pas de leçon pour ça, t'as pas de... Voilà, et il faut vraiment préparer les familles parce qu'ils ne s'y attendent pas.
Donc, il faut leur expliquer avant de rentrer dans la pièce. Une fois qu'on est rentré dans la pièce, il faut prendre le temps, leur demander quand ils sont prêts, parce que souvent, c'est un choc. Il y a toujours un choc, même si on sait, en fait. Même si la personne, on sait qu'elle va mourir dans une semaine, qu'il y a une condamnation, qu'on est préparé. Souvent, on dit non, mais c'est bon, je me suis préparé à sa mort. Mais en réalité, je pense que tu vois, toi, au quotidien, des gens qui ne sont jamais préparés. Non, et puis imaginons, je fais une grosse reconstruction. Je suis contente et satisfaite de mon travail parce que je sais que je suis allée au bout de ce que je pouvais donner. Il arrive que parfois, quand on présente ces corps-là, les familles disent « je ne le reconnais pas, c'est pas mon défunt ». Mais en fait, il ne faut pas le prendre pour soi. C'est pas le travail qui a été... C'est pas ton travail qui est jugé. C'est ça. C'est que la personne, à ce moment-là, elle se dit... Elle est face à la mort de son proche. Donc déjà que c'est une mort violente, en plus de voir la personne là. Donc c'est pas le travail qui juge, hein, c'est simplement leur réaction et leur inconscient qui se dit non, c'est pas possible. Il y a une forme de déni en fait. C'est pas lui ici là. Oui, c'est du déni, tout à fait. Ah, c'est une partie de déni, effectivement. Oui, tout à fait. Il y a une question que je me posais aussi, c'est il y a beaucoup d'orifices dans le corps humain. Est-ce que tu les laisses tels quels? Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a une forme de coton, en tout cas de matière que tu mets dans des orifices. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors on appelle ça le méchage. Le méchage. Et voilà, comment ça fonctionne du coup? Eh ben, on a une pince et puis on va aller boucher les orifices. Hein. Tous? Voilà, tous, oui, à peu près. Ok. Donc le nez, la bouche, les parties génitales, et pas les oreilles. Hein. Les gens pensent qu'on bouche les oreilles, mais que dans certains cas, pas systématiquement. Question tout bête, mais est-ce que le cerveau a besoin d'un traitement particulier par les oreilles, ou est-ce qu'on laisse en tant que tel, il n'y a pas de travail dessus? Pas de travail dessus. Lui, il va être conservé par tous les vaisseaux qui l'innervent. Hein. Donc c'est pareil, il va se nourrir de ce liquide qui va se diffuser et il va se conserver comme tout le reste des organes du corps. D'accord, ok. Il est dans sa boîte crânienne et voilà, il bouge pas. Ça bouge pas. Tu nous as ramené des masques c'est des services que tu proposes à certaines familles, en plus de tout le reste, pour qu'ils aient un souvenir. Oui. Je crois que c'est Céline Dion qui avait... Elle a la main de René, Céline Dion, oui, c'est vrai. Donc c'est un peu le même travail, c'est ça Exactement, c'est du moulage. C'est du moulage. Oui. Avant de parler de ça, je voudrais que tu me parles, en fait, parce qu'il y a une partie quand même qui parfois peut être surprenante et même parfois te fait rire, c'est les demandes que tu vas avoir de certaines familles ou certains défunts qui ont laissé des consignes. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de plus improbable Alors les chignons, parce qu'on pense que je suis peut-être coiffeuse. On te demande des coiffures particulières? Des coiffures particulières, oui, des fois même de faire une coupe de cheveux, c'est très très compliqué. Alors j'insiste pour dire non, parce que je sais bien que je ne suis pas très douée là-dedans, mais les familles insistent pour que je dise oui. Et alors je leur dis surtout, ne jugez pas le rendu, parce que ça va être compliqué. Et on s'entend très bien, voilà. Si, ils peuvent, hein, j'ai déjà des familles qui ont appelé... leur coiffeur, leur prothésiste ongulaire aussi. C'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas tous les gens qui acceptent, parce qu'il faut quand même accepter être capable. Oui, c'est ça. Mais il y en a quand même qui le font parce que c'est des gens qu'ils ont connus pendant des années et c'est pour leur rendre hommage, en fait. Hein. Donc, voilà, après, il y a tout ce qui est vêtements particuliers. Tu vois, les combinaisons de moto. Ah, c'est pour les motards qui veulent partir habillés en motard. C'est très difficile à mettre, les bas de contention. Il n'y a pas vraiment de but, mais comme la personne les portait tous les jours de sa vie, on met les bas de contention, les jeans skinny, les robes de cocktail, les robes de mariée. Oui, les jeans skinny, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut arrêter cette mode. Est-ce qu'il ne fallait pas l'arrêter déjà de base? Je ne sais pas, je suis personne pour juger. Je suis personne pour juger, mais vraiment, les jeans skinny pour les défunts... Non. Ah ouais, bah oui, forcément, ça traîne. Tout ce qui est galère à enfiler, finalement. Ben oui, tout ce qui est très serrant, hein. Tout ce qui est très serrant, parce que nous, on a lavé le corps, donc il est un peu humide, même si on le sèche. Il est passé en case réfrigérée, donc quand on le sort de la case réfrigérée, il y a une différence de température qui va faire qu'il y a une réaction. Et donc, faut mettre beaucoup de talc. Ah oui. Voilà. Donc tu es actionnaire dans une boîte de talc. C'est ça, je l'envisage. Je l'envisage. Est-ce que, justement, tu parlais d'uniforme de motard, de costume de motard, est-ce qu'il y a des costumes, je vais te donner un exemple, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un cabaret, ou tu sais, des choses un peu atypiques comme ça? Bien sûr, déjà, il y a tous les uniformes. Ah, les uniformes. Les gens qui veulent partir avec l'uniforme de leur profession. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent partir tout nus. Tout nus dans un drap et être présentés tout nus dans un drap, si. Qui ont demandé expressément Oui. C'est vrai. Oui.
Et donc, est-ce que tu les mets tenus? Ah ben bien sûr, hein, c'est leur volonté et il faut la respecter. C'est punissable par la loi quand même si on la respecte pas. C'est vrai? Bien sûr. Donc, bien sûr, il faut respecter leur volonté. Mais alors, attends, question. Parce que est-ce que tu peux être tout nu et passer par la case église avec le corps encore exposé et quelqu'un de tout nu? Est-ce qu'il spécifie vraiment que dans son cercueil, il est tout nu? Je sais pas. Ah, mais il y a des fleurs autour, il y a des choses... Ah ben, moi, si tu veux, je quitte le défunt au moment où il part en salon de présentation. D'accord. Donc, après, la mise en bière, c'est pas moi qui m'en occupe. Mise en bière, c'est la mise dans le cercueil? Voilà, c'est ça, c'est la mise dans le cercueil, tout à fait. Des fois, on est amené à le faire, mais sinon, c'est pas nous. Okay. Et une fois qu'il est dans son cercueil, il y a peut-être une petite couverture sur lui, etc. Et donc, est-ce qu'à l'église, on est au courant? Je sais pas. Ah, Puisque wow. le cercueil n'est pas ouvert à l'église. Non, c'est vrai, il est fermé avant, à la tannée ou dans... Je sais pas. Incroyable. Oui. Et c'est quel genre de personne qui demande d'être enterrée nue? Ben, je sais pas, je les connais pas. Non, mais tu vois les familles. Est-ce que c'est des familles de nudistes? Est-ce que c'est des... Je sais pas, parce que moi, je parle pas je parle pas avec les familles, donc je peux pas te répondre à cette question. D'accord. Je me dis juste que c'est des gens qui aiment être libres. Ouais. C'est un petit kiff de fin, quoi. Voilà, je c'est pars ça. comme je suis venu, quoi. Voilà, après, la question est de savoir comment on arrive en haut. Oui, c'est vrai. Ça peut être dérangeant. Est-ce que c'est donc des familles qui viennent te voir? Est-ce que tu as eu des cas comme ça de gens qui n'ont pas accepté que leurs proches soient nus ou à l'inverse, qui ont demandé expressément à ce qu'ils soient nus? Alors, j'ai eu le cas, c'était très très particulier, parce que c'était un grand chirurgien qui est décédé. Et donc, son épouse nous avait donné un costume. Et on l'a habillé, on l'a mis dans le cercueil, et elle nous a fait téléphoner. Donc, on est allé à l'accueil, enfin, je suis allée à l'accueil. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'elle me tendait la robe du serment d'Hippocrate. Donc je dis, ah oui, on la rajoute par-dessus, parce que moi, je ne sais pas. Et là, elle s'est fâchée très très fort, et elle m'a dit, non, vous lui mettez rien que ça. Vous lui enlevez le costume, parce qu'il faut qu'il parte tout nu. Avec tout ce qu'il m'a fait vivre toute ma vie, je veux qu'il parte tout nu. Et du coup, tu sais, tu étais pris un peu dans un truc, donc tu peux pas juger cette dame, hein, Wow. tu sais pas... Leur voilà. parcours de vie. Oui, donc tu suis sa volonté, puisque Ah, c'est une exigence. Donc là, tu n'as pas à juger, tu n'as juste à faire que ce qu'elle souhaite. Et voilà. donc la personne est Et partie. donc ce monsieur est parti tout nu sous sa... C'est fou quand même. Mm. C'est fou. Et est-ce que on t'amène souvent t'es un peu la première aussi à prendre en charge le corps du défunt? Oui. Mais est-ce que tu trouves des objets ou des choses surprenantes sur... Oui. Alors, il y a des choses qui ne se racontent pas, voilà. Par exemple, une fois, un monsieur qui est mort sur la voie publique, donc qui a été amené directement à la chambre funéraire. Et je suis la première personne qui va ouvrir la housse. Après, les personnes qui l'ont transporté. Je dois le déshabiller, puisque la famille a demandé à récupérer les vêtements. Okay. Et sous les vêtements de ce monsieur, il y a un string, un porte-jartel. Oh, wow. Et donc là, je me questionne et je me demande ce que je dois faire, parce que je ne suis pas certaine que la famille est au courant. Et donc, je prends la décision de ne pas rendre cette partie-là et de me dire, ça restera dans son intimité à lui, quoi. Ah, c'était quelqu'un qui ne dégageait pas du tout cette vibe-là? Pas du tout, ses vêtements extérieurs, pas du tout. Et puis, bon, après, encore une fois, on n'a pas fait connaissance avec les gens avant, donc on ne peut pas savoir. Ouais, Ce que leurs familles savent, ce qu'ils ne savent pas, ce qui était secret pour le défunt et ce qui doit le rester. C'était quel type? C'était quelle profession? Quel âge? C'était un monsieur, je l'ai appris bien plus tard, qui faisait partie d'une profession à uniforme. Et du coup, voilà, c'était... Ok. Ah oui, donc voilà. Pas du tout attendu. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Peut-être que oui, finalement, on ne le sait pas. Mais dans le doute, on prend la décision de rester neutre face à tout ça et de ne pas provoquer un traumatisme qui pourrait être supplémentaire. Et est-ce que tu trouves des messages pour les familles, des lettres? Oui, ça arrive, surtout dans le cadre de suicide. Il y a parfois la police, parce qu'il n'y a pas forcément une autopsie systématiquement après. Voilà. C'est un doute seulement, en fait. C'est le procureur qui décidera ça. Et donc parfois, on a la personne dans les vêtements dans lesquels il est décédé. Et à ce moment-là, on fait les poches quand même, parce que on se dit toujours que la gendarmerie, la police a dû le faire au préalable. Mais force est de constater que pas toujours, puisqu'on retrouve des clés, des téléphones, et il m'est arrivé de retrouver des lettres.
Donc des lettres, là c'est pareil, tu dois te demander est-ce que je dois le rendre ou est-ce que je ne dois pas le rendre? Parce que parfois sur ces messages, c'est quand même assez violent pour la famille. Donc en règle générale, ce que je fais, c'est que je contacte ou les psychologues ou les assistantes sociales de la police. Savoir quoi faire finalement. Et je leur dis ce que j'ai trouvé. Et puis c'est eux, c'est leur métier. Ce sont les professionnels qui sont aptes à décider si on doit le rendre ou pas. Mais en tout cas, c'est ni à nous, ni aux pompes funèbres de rendre ce genre de documents. Quand tu dis c'est violent pour la famille, c'est ta faute si je pars, des choses Ouais, comme c'est ça. Ah ouais, dur quand même. Oui. C'est une décision quand même très compliquée à... Pour eux, c'est quelque chose qui va rester en eux jusqu'à la fin de leur vie. Donc moi, j'ai pas à prendre cette décision. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. C'est pas mon rôle. Puis tu sais que ça va peut-être arriver dans les oreilles d'une famille qui est pas prête à entendre ça après la perte d'un proche. Il peut arriver tout. Ouais, il peut tout arriver. Ouais. Il peut tout arriver. Hein. C'est déjà le choc en lui-même. Ça peut déjà provoquer de graves situations dans des familles. Je pense notamment, une fois, j'ai fait un soin de conservation sur une personne qui est décédée d'un arrêt cardiaque. Et c'était une maman donc, qui avait 2 filles d'un certain âge. Et les filles viennent voir leur maman. Donc, une des 2 filles avait une 50aine d'années. Elles viennent se recueillir auprès de leur maman. Et à ce moment-là, elles partent. Et en rentrant chez elles, la plus âgée des 2 a fait un arrêt cardiaque et est décédée le jour même. Donc, j'ai dû retourner aux pompes funèbres pour intervenir sur la fille de cette dame. On les a mis dans le même salon funéraire. Enfin, c'est pour dire à quel point, physiquement, déjà, il y a aussi une fois où les clients pour qui j'avais fait un soin de conservation sont allés au crématorium avec cette personne pour effectuer la crémation. Et elles m'ont rappelé le soir même en me disant que sur la route du retour, l'épouse de ce monsieur a fait un arrêt cardiaque, elle est décédée, et donc il fallait encore intervenir dans cette famille, quoi. C'est des situations qui peuvent être dramatiques, je crois que c'est pas le bon mot, c'est pas assez fort. J'avais vécu quelque chose comme ça, moi j'ai travaillé pendant 1 an en aéroport, et un jour on voit une dame qui est complètement perturbée, qui manque quasiment de tomber par terre. Et en fait, elle venait d'apprendre au téléphone que son mari et ses enfants devaient venir la chercher à l'aéroport à Paris, elle partait de Nice, et qu'ils étaient décédés dans un accident de voiture pour aller la chercher. Mon Dieu. Et il ne restait qu'un enfant, je crois, ou un fils ou une fille. Et j'ai vu sur cette personne-là, comme si il n'y avait plus rien en elle. Il n'y avait plus rien et on l'a accompagnée. Quelqu'un est parti avec elle en nageant jusqu'à Paris parce que il fallait qu'elle rentre, obligatoirement, et deuxièmement pour le drame, quoi. Ouais, donc oui, on n'est jamais prêt à avoir des choses pareilles. C'est pas descriptif. Jamais. Et d'ailleurs, tu vois, mon épouse, elle me dit tout le temps qu'il y a un monsieur dans son village qui avait 3 filles, qui étaient d'un âge assez rapproché, donc qui ont fait leur adolescence, etc. ensemble. Et il a jamais voulu qu'elles montent dans la même voiture pour sortir. Pour pas perdre les 3 en même temps s'il arrive quoi que ce soit. C'est ça. Ouais, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Ouais. Tu parlais de ton épouse. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ton métier? Pas du tout. Elle, au début, quand on s'est rencontrés, déjà on s'est rencontrés dans des pompes funèbres, hein, mais pas de par son métier. Alors attends, comment on se rencontre dans une pompe funèbre si on n'est pas dans le même métier? Est-ce que c'est parce qu'elle avait quelqu'un de proche chez elle? Non, pas du tout. Non. Donc elle travaille pour la mairie, parce qu'en France on dit la commune, mais en Belgique on dit. Ouais. Enfin, en Belgique on dit la commune et en France on dit la mairie. D'accord. Donc elle travaille pour la commune. Et ce jour-là, moi j'étais employée dans une pompe funèbre. Et j'arrive le matin, mes employeurs sont des amoureux des animaux. Et ils me disent, écoute, Nanou, on a trouvé un chien, on doit partir, puisqu'il y avait une cérémonie. On laisse le chien dans l'arrière-cour. Il y a des gens de la commune qui vont venir voir si ce chien, quelqu'un le connaît, etc. Donc j'ai dit, ok, pas de souci. Et dans les gens qui viennent voir si ce chien est connu du village, il y a la personne qui deviendra mon épouse. Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais, Comment elle voit ton métier? Parce que... Alors au début c'était très difficile parce que il fallait pas lui parler de défunts, de morts, tout ça c'était très compliqué. Et un jour elle m'a entendu parler avec une autre personne et je disais à cette personne, c'était une personne qui venait en stage, et donc elle m'entend dire c'est important que la personne avec qui tu partages ta vie sache pourquoi tu rentres fatigué, pourquoi parfois quand tu rentres t'es un peu ailleurs. Et donc, le lendemain, elle me dit, je t'ai entendu dans cette conversation et je crois que j'ai envie de venir voir ton travail, quoi. Ah ouais. Donc, elle est venue... Déclic un petit peu de... Ouais, c'est ça. Et puis, une volonté de comprendre. Et donc, elle est venue
Elle n'était pas bien du tout. Hein. Je lui ai même dit à un moment donné, là, tu es un peu pâle, si tu ne sens pas bien, sors, parce que moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, en fait. Oui. Et elle a tenu bon, et maintenant, elle m'accompagne sur les soins quand elle... Incroyable. Ouais, parce qu'on a très, très peu de temps pour nous. Et donc, elle, quand elle a du temps disponible, elle m'accompagne, comme ça, on passe... Vous passez du temps ensemble. C'est génial. Et elle m'aide, voilà. Et est-ce que... Maintenant, elle manipule même les défunts. Ah, c'est vrai, elle a passé un cap même de toucher... Oui, elle les coiffe, elle épile les poils et tout. Ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc c'est quand même... Elle a passé un cap réel, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu... Bon, elle a eu ce côté-là un petit peu effrayé, peut-être parfois écœuré, je pense que ça peut arriver. Est-ce que toi, tu as eu un jour une situation où tu étais écœuré ou parce que c'était trop à vivre? Jamais. Jamais ça m'est arrivé. Et je pense que si ça m'était arrivé, je me serais même remise en question dans ma profession. Tu sais, comme souvent, les gens te disent aussi, est-ce que tu en rêves la nuit? Si j'en rêve la nuit, c'est que mon inconscient travaille de trop et qu'il faut que j'arrête ce métier. Ah ouais. Ok, ouais, t'arrives quand même à couper, à parceller les deux. Tout à fait, vie privée. C'est absolument nécessaire. Ouais. Tu peux pas rentrer chez toi, avoir envie de vivre une vie pleinement et ne penser qu'à la mort, c'est pas possible. C'est sûr. T'as des fans de, je sais pas moi, des fans de Star Wars, de plein de franchises, de chanteurs, de Johnny. Oui, il y a beaucoup de fans de Johnny, mais pas que. Hein. Il y a des cow-boys, il y a des Écossais, des gens qui partent dans un kilt. Il y a tout. Il y a tout ce que tu vois. T'as eu des mascottes? Non, j'ai pas eu de mascotte. Non, j'ai pas eu de mascotte. D'accord. Je me dis, il doit y avoir plein de cas différents. Autant demander un peu. Non, ça, j'ai pas eu encore. Mais j'ai des gens, par exemple, qui partent avec tout de la même couleur. Okay. La chaussette, au caleçon, au t-shirt en dessous, à la chemise, au pantalon, aux chaussettes. Tout de la même couleur. Ah wow. Okay. Ouais. J'ai une question à te poser, mais à part sur le côté combien ça coûte, parce que souvent, c'est des packages qu'on paye à des conseillers funéraires, enfin en tout cas à des pompes funèbres. Oui. On ne sait pas trop comment après c'est réparti. Est-ce que ça rapporte, tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des différentes prestats selon les services que tu vas donner aux familles de défunts et aux défunts? Comment ça fonctionne? Alors moi, quand j'étais employée, déjà un thanatopracteur, on pense que ça gagne, ou en tout cas une profession funéraire en général. Hein. Alors que c'est pas vrai. D'accord. Moi, je vais donner les exemples que j'ai vécus en tant qu'employée. Mon plus petit salaire a été 1 450 €. Et mon plus gros salaire a été 2 300 € à peu près. Alors, il faut savoir qu'à ces salaires, on a systématiquement une voiture de service, une carte d'essence, la carte de l'autoroute, le téléphone et tout le matériel nécessaire pour travailler. N'empêche que... Bon, c'est pas à moi de juger si c'est bien assez ou si peu, mais... il y a des moments de ma vie où j'ai ressenti de la frustration financière par rapport au travail que je pouvais exécuter et aux horaires qu'on me demandait de faire. Parce qu'on travaille tous les jours, dimanche compris, donc nous on travaille systématiquement un week-end sur 2 quand on est employé, beaucoup de jours fériés aussi dans l'année, etc. Et quand j'ai été indépendante et à mon compte, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Alors je ne gagne pas forcément le double, mais j'ai ma liberté de travail, d'exécuter la qualité de travail que j'ai envie de faire, de prendre le temps que je veux, de travailler vraiment comme moi je le voulais et dont j'ai toujours rêvé de travailler. Donc je suis très satisfaite aujourd'hui. J'ai plus cette frustration-là. Maintenant, est-ce que je gagne bien ma vie, pas bien ma vie? Moi, ça me suffit, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, de toute façon, c'est un boulot où on sait que ça va pas être une recherche d'argent. Il faut pas. Parce que vu que l'intensité que ça doit être de gérer des... Oui. On dit souvent, il y a des boulots où on sauve pas des vies. Là, en l'occurrence, c'est sûr que tu les sauves pas, mais tu rends honneur à ces gens-là, à ces défunts, pour que les familles puissent être on travaille surtout pour les familles. C'est ça. Voilà, pour que le chemin de deuil soit, en tous les cas, pas pire que ce qu'il aurait dû être. Je sais pas si c'est vraiment bien dit, mais voilà. Donc, cet aspect-là de l'argent, si c'est le premier élément pour devenir thanatopracteur, il faut pas. Faut laisser de côté. Voilà, il y a d'autres métiers qui gagnent dans la finance. leur vie. Oui, ou l'immobilier. En ce moment, quoi. Oui, effectivement. Je parlais des services. Je pense que c'est peut-être le moment de montrer un peu ce que tu proposes aussi, en plus de ton travail quotidien. C'est que tu vas faire des moulages sur différentes parties du corps et tu en as ramené. Moi, je ne les ai pas encore vus. Oui. J'aimerais bien qu'on puisse en voir quelques-uns, que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe et comment tu procèdes. Oui, puis je tiens à expliquer aussi pourquoi les moulages, mais
Moi, j'ai pas eu de souvenir de mon papa. Tu vois, les caméscopes, à l'époque, ça coûtait très cher, c'est pas... Et donc, forcément, toujours dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens puissent garder un souvenir de leurs défunts. Et on appelle ça les souvenirs aux défunts. Donc, tu as les moulages, mais tu as aussi les bijoux avec les mèches de cheveux. Tu as tout plein de possibilités. Et c'est important que les gens l'entendent, parce que de savoir que ça existe et que c'est possible, oui, c'est vrai. Ça donne le choix. Et surtout que c'est un moment où on est tellement dans ses retranchements et on ne sait pas déjà gérer sa propre vie. On doit gérer plein de paperasses, plein de choses, les banques, les assurances, les... C'est ça. Tout. Enfin, mais tout. Il faut vraiment voilà, entendre que ça existe, comme les empreintes sur les bijoux. Tu vois, c'est quelque chose que les pompes funèbres ne vont pas forcément proposer. D'accord. Parce qu'ils ne travaillent pas forcément avec des gens qui font ça. Ouais. Et c'est important de savoir que ça existe. Toi, tu fais aussi les bijoux? Oui, oui. Parce que j'adore, c'est des moments où ça m'apaise beaucoup. Puis j'aime tout ce qui est artistique. Ouais, ok. Hein, je pense qu'on doit quand même avoir une part d'artiste en soi pour faire ce métier. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire pour les familles. Tu nous as ramené du coup quelques exemples de choses que tu as pu faire. Tu m'expliqueras après si c'est sur des personnes vivantes ou si c'est des choses que les gens ont acceptées qu'on montre à l'image. Théo, je crois que tu peux nous ramener... Oh, wow. Alors, ça c'est ma main à moi. C'est vrai? Oui. Voilà, donc je te laisse voir les détails. C'est incroyable. De loin, je sais pas, alors ceux qui sont en podcast pourront pas forcément le voir, mais venez sur la vidéo à ce moment-là, peut-être pour regarder le travail. J'ai l'impression de voir une main de statue, tu sais, qu'on aurait découverte. C'est ça. Donc c'est ta main, avec une alliance en plus. Bah oui, tout à fait. Ah, t'as vraiment fait ta main? Oui, c'est ma main, moi. C'est incroyable. Et comment, alors, c'est quelle matière? Et t'as vu, c'est hyper léger. Hein. C'est hyper léger. C'est hyper léger, ça doit faire 150 grammes, même pas? Même pas, grammes, ouais. C'est fait à partir de quelle Alors matière? ça, c'est fait avec de la résine polyuréthane que j'ai colorée. Ok. Et donc j'ai vieilli avec une patine spéciale. Il y a un côté vert de gris. Voilà, pour faire cette imitation bronze vieilli un peu. C'est ça, vraiment le vert de gris de Statue de la Liberté un petit peu pour la décrire un peu. Donc là, t'as la main qui est posée. Voilà, c'est ça. Ok. Ah oui, il y a même les veines sur le côté. Oui, tu vois, la peau qui bouge. Les détails, ils sont vraiment incroyable, même à l'intérieur de la main, c'est vraiment... Il y a les lignes de la main. On peut voir les tracés des lignes de la main. C'est quand même assez fou. C'est hyper précis et c'est une matière qui va pas se désagréger avec le temps, tu vois. Donc là, parce que j'en ai laissé beaucoup dans mon jardin pour les faire vieillir, voir comment ça tenait, parce que le but était aussi pour les personnes qui voulaient les sceller à leur monument, de savoir si c'est une matière qui vieillissait bien par tous les temps. Donc j'ai la chance d'habiter en frontière franco-belge, où le temps est assez incertain d'une minute à l'autre. Donc du coup, vraiment, aujourd'hui, tu vois qu'elle n'est pas abîmée, elle est restée 6-7 mois à l'extérieur, quoi. Ah ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. Tu dois t'amuser pour les décorations d'Halloween, tu dois avoir des idées, je pense. Oui. En réalité. Mais bien sûr. T'as un atelier à la maison, en plus de ton... Bah, j'en ai 2 même, d'ailleurs, oui. D'accord, oui, parce que oui. pouvoir essayer des choses, peut-être tester des matières... Donc ça, c'est une main. Voilà, elle ça, c'est une main. Elle tient debout. Oui, elle tient debout. Alors là, ce que tu vas voir, c'est que sur des personnes qui sont vivantes. D'accord, ok. Voilà, je ne montrerai jamais un masque. Oui, je vois que tu es assez respectueuse de chaque Exactement. Alors. C'est des matières différentes? Oui, c'est aussi de la résine, mais que j'ai colorée d'une autre façon. Donc ça, c'est une amie à moi. Voilà. C'est bleu. Et là aussi, si tu veux peser, ça, c'est hyper léger. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones, pour ceux qui ont la référence avec les et tu vois, les détails des lèvres, c'est vraiment des rides et tout, c'est... Pareil, toujours, je rappelle à ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, en fait, il y a plein de moyens de nous écouter aujourd'hui. Oui. Allez voir les images si vous êtes en audio, parce que ça vaut le coup, je pense, de voir le détail de travail de Nanou. Parce qu'on voit vraiment chaque pli ridule de lèvres, tout. les coins des yeux, des paupières. Ouais. C'est quelqu'un qui a une trentaine, 35 ans, à peu près? Elle va être contente. 40? 50? On monte? Non. C'est juste prix? Oui, non. Et la matière derrière, c'est la résine brute? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. J'en passe d'abord une qui est que je teinte avec des produits spéciaux. Et puis ensuite, je la renforce à l'arrière, Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose... Tu vois, souvent, quand tu te promènes dans les cimetières, enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, arrivé. Mais en tout cas, tu peux voir les porcelaines avec les photos des gens. Ben, ça, c'est quelque chose qui peut remplacer le porcelaine pour les gens qui ont besoin de toucher, de se rappeler, tu vois. Parce qu'il y a des gens comme ça.
T'as fait un moule complet de visage, enfin, tu sais, en 3D? Pas complet, non. D'accord. Mais je pourrais. T'as eu des demandes de peinture, même de détails, de couleurs? Parce que là, on les voit un peu brutes dans une teinte, un petit peu. Et ben par exemple, cimenté. celui-là, tu vois, c'est une autre couleur. Donc c'est le même visage? Non, c'est pas le même visage. Alors, bah non, effectivement, c'est pas du tout le même visage. Non. Et je l'ai eu de profil. J'ai le droit, Oui, on a tous le droit à une erreur, c'était mon erreur. Voilà, tu vois. D'accord, ouais. C'est pas le même nez. C'est une autre teinte, c'est un autre aspect. La personne est plus jeune? Oui, elle est plus jeune. Ah. Bravo, bravo. Ah, ouais, c'est bon, les indices. Oui. Philippe Boxo, hein, si tu me regardes. En avance sur mon temps. Elle est plus jeune. Ah ouais, c'est fou. Et donc là, il y a une teinte voilà, assez claire, un peu rosée, qui rappelle celle d'une peau. C'est ça. Ça, c'est fou. Et puis, on peut faire... tu vois, il y a même des matières qui te permettent de faire comme une larme qui coule. Ah oui. Enfin, vraiment, il y a une possibilité infinie quand tu sais travailler les matières, c'est incroyable. Question bête peut-être, mais tu sais, pas mal de gens veulent une implantation de barbe sur leurs défunts directement. Tu peux peut-être même sur les défunts faire directement Ah ben moi, tu vois, Ah waouh. Ah, il y a un troisième visage. Voilà, alors ça, c'est un ami à moi qui a bien regretté d'avoir accepté toute la bande de potes de Nanou est là sur la table. Oui, c'est ça, parce que si tu regardes en dessous, en fait, Il y a des poils de barbe. Ouais, je lui ai un petit peu... C'est incroyable. Non mais voilà, il faut vraiment le voir pauvre, si vous écoutez un podcast. Voilà, il a donné de sa personne pour ce moulage. Ah waouh. C'est génial. Ouais. C'est génial. Là aussi, les détails, tu vois, c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais, par exemple, faire sur mesure un défunt, enfin des familles qui vont te demander de récupérer des poils du défunt et de faire vraiment une texture? Tout est possible. Ouais, tout est possible. En fait. Tout est possible. T'écoutes chaque famille pour leur demande. C'est ça. Ah, wow. La personne a dû me les casser déjà, non? Non, ça c'est parce que tu sais, quand je les entrepose, ah oui, parfois ça peut tomber un petit peu. Non, mais je les mets les uns sur les autres et du coup, ils s'abîment un peu. D'accord, ok. Je peux pas les exposer comme ça tous chez moi, tu vois, je les aime, hein, mais... c'est sûr. C'est mes amis, mais quand même... Et t'en fais beaucoup? T'as beaucoup de demandes de ces masques? Pas beaucoup, parce que les gens ne savent pas que ça existe, voilà. Et ça vaut peut-être le coup de le savoir déjà, que ça existe, puisqu'effectivement, parfois, on ne récupère pas grand-chose de nos défunts. Et puis même, par exemple, tu vois, là, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps de ça, une amie qui a perdu son époux. Leur fille a 18 mois. Et elle m'a dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses le masque du visage et de la main, parce que si un jour ma fille veut savoir comment était le visage de son papa, etc., et ben alors je le sortirai de ton carton et je pourrai lui montrer. Donc tu vois, c'est aussi pour mémoire, quoi. Ouais, je vois l'idée. Voilà. Sans entretenir ça, c'est peut-être plus pour lui donner l'occasion de voir le visage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir ramené tes différents masques. Je vais les rendre à Théo, si tu veux bien. Merci beaucoup. La main est incroyable. Ouais. Parce que comment tu fais tout d'un coup, tu la plonges dans une sorte de... Ah, il y a plusieurs étapes. Hein. Ouais, il y a plusieurs étapes. Ouais, c'est un long travail quand même. Parce qu'après, tu dois remplir, enfin, tu vois, c'est un moule, quoi. Ouais, c'est ça. Tiens, Théo, je te rends la main. Hop. Surtout que là, il y a de la poudre de bronze, il y a une patine, donc il y a plusieurs étapes. Clairement, ça se voit. Tu parlais justement de ton ami qui voulait que sa fille, qui était jeune au moment du décès du papa, puisse peut-être un jour toucher le visage, même si c'est un masque de son père. Est-ce que tu as eu des cas d'enfants qui sont décédés? Bien sûr. Donc tu as dû t'occuper. Comment ça se passe, la relation avec les familles? Parce que c'est sûrement le même travail, mais est-ce que c'est plus difficile pour toi? Bien évidemment. Alors, plus difficile pour moi, je ne peux pas dire ça, parce que je n'ai pas d'affect avec ces familles, avec ces enfants. Je veux dire, je n'ai pas de lien. Moi, je suis là en tant que professionnelle. Et quand je rentre dans un laboratoire et que je mets mes équipements, c'est là où, mentalement, je me prépare à intervenir. Oui. Si je suis là, forcément, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Alors, effectivement, un enfant, c'est pas dans l'ordre naturel des choses qui décède. Donc, c'est toujours plus difficile. Parce que ça surprend, ça heurte. Tu trouves ça injuste. T'as de la colère en toi. Tu te dis, mais il avait voilà, cet enfant avait toute la vie devant lui. Et puis tu penses aux parents. Moi, je pense énormément aux parents et je pense vraiment à eux tout le soin et j'espère qu'ils sont entourés d'amour et que voilà, enfin, parce que c'est pour eux le plus dramatique. Hein. Pour autant, c'est pas parce qu'on est un enfant qu'on est protégé de la mort. On reste un être vivant
exposés aux mêmes choses et aux mêmes risques que des adultes, voire peut-être parfois plus. Donc, voilà, c'est toujours très difficile, mais ils ont le droit aussi à ce qu'on prenne soin d'eux et de leur corps, et que leur famille puisse se recueillir dans la dignité. Ouais, forcément. Voilà. Par contre, tu vois, chaque année, il y a un truc qui me tient énormément à cœur et que je fais chaque année, d'ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie, c'est une prévention pour les enfants qui meurent de noyade. Parce que c'est chaque année, on n'y échappe pas, quoi. Ouais, je crois qu'il y a, je sais pas combien de cas, mais ça se compte en dizaines, je crois, que chaque année. J'ai pas les statistiques, mais oui. Et je répète toujours que la meilleure des préventions, c'est de leur apprendre à nager. Voilà, moi, tu vois, j'ai une piscine chez moi quand j'ai acheté ma maison et que j'ai vu la piscine, je me suis dit, je pourrais pas acheter cette maison, c'est pas possible. Et puis bon, on a très vite réfléchi à mettre un abri fermé à clé. Ça n'empêche pas. Non, c'est sûr. Il y a toujours moyen d'avoir des galères, même quand on les attend pas. Enfin, ça arrive. Ah, mais la mort ne prévient pas, donc oui. On peut t'appeler quand on veut, c'est-à-dire que tu laisses toujours un téléphone, même en pleine nuit, pour qu'on puisse t'appeler? Alors oui, malheureusement, mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Je ne me déplace la nuit que pour les enfants. Déjà, je sais que si le pompe funèbre m'appelle la nuit, c'est qu'il n'a pas le choix. Parce qu'en règle générale, depuis que je suis indépendante, c'est très clair pour tout le monde. Par contre, un enfant qui meurt, forcément, les parents, ils vont pas pouvoir s'en séparer longtemps. Et encore une fois, je pense à eux et je me dis, il faut que ça aille très vite. Donc, dans ce cas-là, je vais me déplacer la nuit. Sinon, je ne me déplace pas la nuit. D'accord. Je me posais une question en parlant avec toi, là, tout à l'heure. Il y a des personnes qui décèdent, qui n'ont pas de famille, qui sont ce qu'on appelait avant les indigents dans les cimetières, les fosses communes, ce genre de choses. Est-ce que les mairies prennent en charge tes services? C'est-à-dire que tu vas devoir faire un minimum de travail pour eux, ou ils n'ont pas le droit à ça? Ça dépend. En règle générale, quand c'est vraiment des personnes qui sont considérées comme indigents, qui n'avaient pas prévu un contrat obsèque, qui n'étaient pas sous tutelle, etc., la mairie va faire le minimum. Donc, soins de conservation, pour eux, c'est pas nécessaire. D'accord, ok. Oui, forcément. C'est des coûts, après aussi. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'attente, il y a pas de... Oui, il y a plein de considérations qu'on n'a pas forcément comme ça à froid, quoi. Toi, tu côtoies la mort un petit peu... un petit peu, beaucoup, tous les jours. Tous les jours, oui. Est-ce que tu penses à la tienne? C'est bête, c'est brutal comme question, mais est-ce que... Ouais. Bien sûr que... Enfin, moi, je pense à ma mort depuis que mon père est mort, hein, clairement. D'accord. Et aujourd'hui, tout est prévu, tout est carré. C'est quelque chose que j'anticipe depuis très, très, très longtemps. Et ma dernière preuve d'amour, pour mes proches, ce sera d'avoir tout organisé pour eux. Qu'ils soient tranquilles et qu'ils n'aient pas à se préoccuper. Qu'il n'ait aucune décision à prendre. Est-ce que tu vas être exigeante même sur le choix de la personne qui va s'occuper de ton corps? Ah, mais bien sûr, elle est déjà prévenue. C'est vrai? Oui, je l'ai appelée parce que, bon, entre-temps, j'ai déménagé, donc j'ai dû changer ce choix. Et donc, j'ai appelé la personne, je lui ai demandé. Elle m'a dit oui, ça sera un grand honneur. Enfin, voilà, oui, tout est prévu, la couleur de mon cercueil. Tout. Est-ce que, selon toi, il y a un problème aujourd'hui dans le rapport avec la mort qu'on a dans les pays occidentaux? Je veux dire la France, parce que c'est le cas que je connais le mieux, mais il y a une distance. Tu sais, il y a toujours ce truc-là de dire les cimetières sont à l'extérieur des villes, on n'en parle pas trop, il n'y a que de la tristesse, à l'inverse d'autres pays où parfois il va y avoir le moment triste de on s'en va, mais après c'est la fête. Pourquoi c'est si difficile pour nous, occidentaux, de gérer cette mort-là et d'en parler? Ça, je pense qu'il faut se pencher sur l'évolution des rites funéraires dans notre pays, mais évidemment, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui se disent que d'en parler, ça va porter la poisse. C'est dommageable, c'est très dommageable parce que bâtir sa vie et son existence en oubliant qu'un jour elle va prendre fin, c'est quand même, je trouve, hyper dommage. Donc, moi, c'est quelque chose... alors, je vis pas tous les jours en me disant, oh là, peut-être aujourd'hui, tu vas sortir de chez toi, tu vas mourir. Pas du tout. Non. Mais les choses sont réglées. Tout est prêt. J'ai même mon cintre dans ma penderie avec mon petit papier quand le jour est venu. Où je change régulièrement mes vêtements, parce que des fois, tu grossis, tu maigris, voilà. Les modes changent. La mode change, tectonique, c'est pas fou. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de très naturel. On parle forcément de la mort chez moi, puisque la plupart des gens qui m'entourent travaillent dans la mort.
Donc mes enfants, c'est quelque chose qu'ils entendent régulièrement. Je veux dire, ils vont pas se lever un matin en apprenant que quelqu'un de notre famille est décédé sans savoir que la mort existait, quoi. Ouais, je comprends. Voilà, donc et puis en parler, je trouve que c'est hyper libérateur. Il y a des gens parfois, ils se disent moi, ma mamie, elle a perdu un enfant, elle a jamais voulu en parler, puis j'ose pas parce que ça lui fait de la peine et j'ai pas envie de voir ses émotions ou de la rendre triste. Ouais. Mais on se dit jamais que peut-être ça peut libérer la personne d'en parler aussi, tu vois. Qu'elle l'a pris sur elle parce que c'était comme ça et qu'elle n'a pas eu l'espace pour en parler aussi parfois. Oui, c'est ça. Et puis c'est cette réaction que les gens ont toujours quand moi je parle toujours de mon père au présent. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc il y a même des amis à moi qui ont mis des années avant de comprendre que mon père était décédé. Et c'était pas fait exprès, c'était juste que c'était comme ça. Et quand ils apprennent que mon père est décédé, c'est je suis désolée. Alors non, vous n'y êtes pour rien, personne n'y est pour rien. Désolé quand on peut quelque chose. Voilà, moi ça va, donc s'il vous plaît, allez bien, quoi. Hein, c'est pas une catastrophe que de parler de la mort. C'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va donner de la valeur à notre vie et à nos partages et à nos souvenirs. Enfin, c'est quelque chose de très important. Tu disais que tu avais des enfants? Oui, j'en ai 3. Quel âge ils ont? 2 ans, 4 ans et 13 ans bientôt. Ah, bientôt 13 ans, ok. Oui. 13 ans, on commence à avoir la conscience de ça. Je pense que les sujets sont même déjà abordés pour... Est-ce que tu as permis à tes enfants de voir ce que tu faisais, enfin, le ou la plus grande? Alors, le plus grand, c'est depuis tout petit ce que je fais dans la vie. D'ailleurs, une fois, j'étais en voiture et il m'a demandé... il m'a dit, maman, tu sais, à l'école, on nous a demandé d'expliquer le travail de nos parents. Moi, j'ai juste dit que tu rendais les morts beaux, quoi. J'ai dit, ok, bon, bah, il a compris, je veux dire, l'aspect général. Et il n'y a pas très longtemps de ça, il m'a demandé d'assister à un soin de conservation. Okay. Et là, j'ai été un peu saisie, tu vois, parce que je ne m'étais jamais préparée à ça. Ouais. Et donc, j'ai dit, en fait, aujourd'hui, c'est maman qui n'est pas prête. Donc, on va attendre un peu. Et s'il me repose la question, j'envisagerai les choses différemment. Mais si c'est une volonté de sa part et qu'elle est, je veux dire, saine, que derrière, il n'y a rien de... Tu vois, de se dire, je veux peut-être faire plaisir à maman, ou voilà, alors on verra. Mais je ne lui interdirai pas, parce que moi, je travaille avec des clients où les enfants ont repris l'entreprise familiale de pompes funèbres, donc c'est des générations qui sont succédées. C'est des enfants qui, à l'âge de 10, 11 ans, étaient dans des salons funéraires... au milieu des défunts, et ils sont normaux. À ce moment-là, quand il me l'a demandé, moi, je me sentais pas du tout capable. C'était prématuré pour toi. Oui, et puis il y avait plein de facteurs à prendre en compte. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait eu ce défunt, donc c'était la surprise. Le jour où vraiment il assistera à un soin de conservation, il faut que ça soit sur une personne intègre, voilà, qui est morte de façon naturelle, et pas quelque chose qui... Pas traumatisant pour lui autant que possible. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à t'occuper de personnes proches de toi? Oui. Que ce soit des amis ou de la famille Oui. Oui, tout à fait. Alors, je dirais pas qui, parce que ça ne regarde que moi. Mais comment ça se vit? Est-ce que tu coupes complètement de... Ouais, c'est incroyable. Le cerveau humain est super bien fait. Pour ma part, en tout cas, merci Seigneur. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, tu es pris par les émotions. Hein. D'abord, il y a l'annonce. Ensuite, il y a l'organisation. Il y a le soutien à donner ou à recevoir. Et puis, au moment où tu t'occupes de ce proche, tu rentres et avant de t'en occuper, tu t'équipes. Et là, tu deviens professionnel. Alors, c'est très difficile, un certain laps de temps. Et c'est bizarre à dire, hein, mais tu sais que tu es au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Parce que dans ma tête, il n'y a personne d'autre au monde qui est plus capable de s'occuper de ce proche-là que moi. Voilà, et c'est mon rôle. Donc, moi, je vois les choses comme ça. On n'est pas tous dans le même cas. Hein. Par contre, une fois que je sors, là... Ah oui, là c'est l'effondrement. Ouais. Oui. Je suis comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que là, je réalise que c'est vrai, que ça vient de se passer et que ce proche est vraiment décédé. Oui, il ne faut pas être plus dur pour faire ton métier. C'est un métier où il faut de la sensibilité. Bien sûr, on imagine qu'on coupe les émotions, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Les gens pensent que... Alors, tu sais, il y a tout un tas de préjugés.
vous êtes gothique, je vis dans un manoir, je dors dans un cercueil. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de préjugés. Alors tu fais, mais ça n'a rien à voir. Oui, il faut pas le dire, faut pas le dire. Mais voilà, enfin, c'est vrai qu'ils ont une image de nous dans les pompes funèbres. Alors, il y a aussi les voleurs, les gens qui profitent du malheur des autres, parce que du coup, on se fait payer pour s'occuper de la mort. Donc, tu vois, voilà. Mais, en tout cas, les gens que je côtoie et que je connais dans mon milieu professionnel sont tous des gens hyper sensibles. C'est pas c'est pas des insensibles, bien au contraire. C'est des êtres humains qui ont une sensibilité accrue par rapport à peut-être d'autres personnes. Et vraiment, faut pas croire que ça nous fait plaisir. C'est notre métier. On va pas dire... mais par contre, on va pas dire, voilà, tous les jours, je fais vraiment un métier difficile. Non, c'est notre métier, on l'a choisi, voilà. Si tu as choisi, c'est ton métier, au bout d'un moment, il faut l'accepter. C'est comme les gens qui te disent, il en faut. Merci, j'ai pas choisi ça par dépit, quoi. Enfin, oui, t'as fait un choix de métier. C'est un choix, voilà. Tu sais combien il y a de personnes qui font ton métier en France? Non, exactement, je pense qu'on n'est même pas recensable, en fait. C'est très difficile parce que tu as beaucoup de gens qui commencent ce métier pour les mauvaises raisons ou qui n'ont pas pris vraiment connaissance de tous les facteurs qui englobent notre métier, tous les kilomètres qu'on fait tous les jours en voiture, la force physique que ça demande, vraiment la sécurité de ta vie personnelle et de ton équilibre personnel dont tu as besoin, puisqu'on n'a pas d'horaire, puisque tu vois, voilà. Donc souvent, il y a des thanatopracteurs qui sont diplômés et qui arrêtent de travailler dans les 2-3 années qui suivent. Ah, ça arrive quand même. Oui, très régulièrement. C'est pas un métier facile. Non, c'est pas un métier facile, non. Est-ce que physiquement, c'est difficile? Parce que j'imagine que tu dois déplacer parfois des corps. Est-ce qu'il y a des gens qui sont parfois en surcharge pondérale, qui sont en surpoids, parfois, ou qui sont trop abîmés, et ça demande parfois des techniques peut-être pour... Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu dois être à plusieurs parfois, ou tout est faisable tout seul? Alors, tout est faisable tout seul dans la mesure de tes capacités et de tes limites. Après, moi, j'ai toujours travaillé avec des professionnels funéraires qui étaient vraiment sympas et à qui, si je demandais de l'aide, ils venaient facilement, etc. T'as toujours, et attention, c'est pareil dans tous les métiers, t'as les gentils et t'as les autres. Hein. Donc il y a ceux aussi qui aiment bien juste regarder, souffrir et attendre. Hein. Mais en tous les cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Voilà. C'est vrai que c'est hyper physique. Maintenant, j'ai vu des petits gabarits thanato arriver et je me disais... Et franchement, aucun problème. Hein. Donc, non, ça, c'est vraiment dans l'individualité que ça se joue. Hein. Puis des fois, tu vois, tu te dis tellement je dois réussir, qu'il y a tout qui marche, quoi. Et est-ce que tu dis par le réussir, est-ce qu'il y a des fois où tu ne réussis pas? Est-ce que tu as déjà été confronté à un de tes échecs personnels et de devoir dire à une famille ou de ne pas être satisfait de ton travail et de malheureusement pas pouvoir faire mieux et qu'on te dise non mais là ça va pas du tout? Est-ce que tu as déjà eu ces situations-là? Alors dans le cadre de reconstruction, de restauration, non. Parce que si je prends la décision de faire, c'est que vraiment je sais et j'ai la certitude de. D'accord. Voilà. Ok. C'est quoi Mais ça peut m'arriver, hein. Franchement, ça peut m'arriver. Oui, bien sûr. Comme dans n'importe quel métier, à vrai dire, hein, c'est un échec qui est partout. C'est quoi pour toi la reconstruction, si tu peux donner un exemple, qui était la plus difficile pour toi dans la description, et pourquoi ça a été difficile? Parce que technique. Il y en a tellement. Il y en a tellement parce que, alors déjà, la reconstruction et la restauration, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. C'est l'art restauratif, on en parle, on l'aborde, mais on va pas le pratiquer. Donc c'est quelque chose que tu auto-apprends en fait, hein, en quelque sorte. Tu dois trouver des confrères et des consoeurs qui veulent partager leur savoir, te transmettre leurs connaissances, et tu dois avoir une part en toi d'artiste, d'invention, c'est-à-dire problème, solution. Tu dois toujours trouver des solutions. Des fois, j'ai pris des matières pour travailler. Aujourd'hui, des fois, je me dis, mais où t'as eu l'idée, quoi? Donc, vraiment, il faut pas avoir peur d'oser faire. Maintenant, si on ose faire, c'est qu'on sait qu'il y a un résultat derrière. Mais ça peut arriver que ça marche pas. Et dans ces cas-là, on va trouver notre solution. Tu vois, c'est des soins qui, moi, je trouve, qui donnent le plus de sens à notre profession. Mais c'est pas tous les thanatopracteurs qui pratiquent la restauration et la reconstruction.
peux donner des exemples qu'on puisse vous imaginer? Oui, alors. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qui peut être fait. Alors, j'ai eu ce monsieur qui a eu un cancer ORL, qui n'avait plus du tout de nez. Plus du tout. Et ça arrive qu'il faisait des prothèses. Mais là, ce monsieur n'en avait pas du tout. Il avait toujours refusé. Il avait 2 trous, parfois on voit des gens. Voilà, c'est ça exactement. Il n'y a plus du tout de nez et juste les 2 trous. Et on m'avait prévenu la veille. Donc je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Donc bon, j'avais une photo et tout ça. Et je me suis dit, il faut déjà que je trouve la base d'un nez. Chose pas évidente, tu vois. Et à ce moment-là, c'était l'époque de carnaval. Donc je suis allée dans un magasin où il y avait des déguisements de carnaval. J'ai pris un masque qui s'approchait le plus d'un visage humain, en fait. Et j'ai fabriqué chez moi 2 prothèses. D'abord une à l'intérieur et une à l'extérieur, parce que je ne savais pas tellement quelle taille j'allais devoir utiliser. Et donc le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai choisi la prothèse la plus adaptée. Et j'ai complètement reconstruit le nez de ce monsieur, grâce à de la cire de reconstruction, etc., des matières toutes différentes. Et la famille est allée remercier les pompiers. Alors, on les a prévenus. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'était une demande de la famille ou pas du tout? C'était une proposition? Pas du tout. On les a prévenus parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Ils ne pensaient pas que c'était quelque chose de faisable. Et donc, quand on leur a dit que c'était envisageable, ils ont dit oui, OK, on essaye. Et on les a prévenus avant de rentrer dans le salon que ça avait été possible parce que ça pouvait les choquer. Ils ont connu pendant des mois ce monsieur sans nez, t'imagines bien. Et la dernière image qu'ils ont de cette personne, c'est sans nez. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, quand ils sont rentrés... ils ont dit aux pompes funèbres merci de lui avoir rendu sa dignité. J'imagine. Voilà. Donc il y a des cas comme ça. Il y a évidemment il y a les accidents de voiture où parfois il manque une partie d'un membre. Et donc tu dois travailler ça en fonction de la présentation dans le cercueil pour que les gens visuellement ne sachent pas ce qui s'est passé. Ah oui. Pour ce défunt parfois. Qui ne sachent pas qu'il y a un accident de moto. Si, ils savent la cause du décès, mais ils ne vont pas savoir si tu veux... Quel a été l'impact sur le corps? Quel a été l'impact? Pas forcément. Des fois, ils n'ont pas forcément l'information. Donc autant... Tu peux faire des morceaux de bras? Bien sûr, oui. Oui, ça m'est régulièrement, malheureusement, arrivé de reconstruire une partie de bras ou un bras. Alors, on ne va pas le reconstruire de façon, tu vois, comme un modèle de mannequin ou quoi. On fait avec ce qu'on a, mais en tout cas, visuellement, l'aspect est le bon. Et l'aspect visuel que chaque personne aura en se penchant sur le corps sera... OK, bon, voilà, c'est ça. Un défunt, quoi. C'est ça. Okay. Est-ce que, truc tout bête, mais souvent les défunts ne sourient pas, il y a un visage un peu inexpressif, neutre. Est-ce qu'on te... ça dépend, hein, tu sais. On te demande des sourires? C'est possible de faire des sourires? Alors moi, on m'a jamais demandé un sourire. Par contre, on m'a demandé de revenir... parce que le défunt souriait, que de sa vie, il avait jamais souri, apparemment. Donc là, oui, ça a été très compliqué pour moi, parce que j'ai rien fait pour qu'il sourie. C'est vraiment la position naturelle de sa bouche qui s'est mise comme ça. Parce que parfois, quand on serre trop la ligature de bouche, ça peut donner cet effet de pincement, tu vois. Et là, c'était pas le cas. Vraiment, il avait un léger sourire, comme s'il était très reposé, ce monsieur. D'ailleurs, quand je suis partie, je lui ai dit, vous avez l'air très reposé, voilà. Mais on m'avait jamais demandé de revenir parce qu'une personne souriait et on m'a demandé d'enlever ce sourire. J'ai jamais pu. J'ai jamais pu parce que... Ou alors, il avait jamais souri, du coup, maintenant... Voilà, et... Donc la famille était très heurtée parce qu'apparemment c'était pas un monsieur qui souriait dans sa vie et là c'était le cas, donc ils se sont dit mais pourquoi avoir attendu la mort? Tu parles à tes patients? Pardon. À mes défunts, oui. Tu parles à tes défunts? Oui, je parle à mes défunts. Alors ça, je m'en suis aperçue il y a à peu près 2-3 ans quand j'ai commencé les réseaux sociaux parce que c'est une question qu'on m'a posée régulièrement et je m'étais pas posé cette question moi-même et effectivement je leur parle beaucoup en fait. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est bête, mais... des fois, je leur dis, allez, là, faut m'aider parce que c'est un travail d'équipe, quoi. Tu vois c'est génial. Ouais, parce que, par exemple, quand je vois qu'il y a une lividité qui part pas bien ou que vraiment je dois fort insister, là, je leur dis, allez, aidez-moi, quoi. Ouais. Voilà, mais... ou alors, veillez sur votre famille. Des fois même, quand j'ouvre, je dis, oh là là, heureusement que j'arrive, parce que... on va quand même être plus présentable après. Et tout ça, je m'en suis rendu compte vraiment en me questionnant parce que je pense que je le fais depuis très très longtemps. Et après, je me suis dit, oh là là, quand il y avait des stagiaires, si j'ai fait ça, ils ont dû me prendre pour une folle. Voilà. C'est intéressant. Effectivement, parfois on parle tout seul dans n'importe quel aussi métier. C'est ça. Et je pense que ça fait partie de ces choses-là. Oui, c'est ça.
Donc tu leur parles à tes défunts. Est-ce que tu as déjà vécu un événement qu'on pourrait qualifier de paranormal ou en tout cas que tu n'arrives pas à expliquer? Non, jamais. Jamais ça m'est arrivé de vivre ça, ou si je l'ai vécu, en tout cas, je m'en suis pas aperçue. D'accord. Ouais. Voilà, parce que moi, tu sais, quand je suis avec les défunts, c'est vraiment l'endroit où je me sens le plus en sécurité au monde. Ce qui est compliqué pour moi, c'est quand j'interviens l'hiver, qu'il fait nuit, et que je dois sortir du laboratoire pour aller jusqu'à ma voiture. Tu vois, ce retour dans le monde des vivants, eh ben, il est très anxiogène pour moi, parce que je me dis, il y a quelqu'un qui peut sortir de n'importe où. Ah oui, ok. Alors que quand je rentre, même des fois, parce que ça m'arrive de travailler très tard, c'est un choix personnel, pour passer du temps avec ma famille. Des fois, je décide à 20h de repartir travailler. Oh, wow. Et donc, je rentre à des minuit, 1h du matin, mais c'est un choix Mhm. qui m'appartient. Et donc, ben, forcément, quand tu arrives dans les funérariums, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Mais là, j'ai pas peur. Mais quand je sors, je suis terrorisée. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Ouais. Ouais, je peux comprendre l'idée. Alors maintenant, j'ai une petite lampe de poche, tu vois, et avant de sortir, je fais comme ça. Je me dis, si jamais il y a quelqu'un, voilà, ça peut aider. Tu t'occupes de combien de défunts par jour? Plusieurs? Ça arrive, ça dépend les jours. Ça dépend les jours, il n'y a pas du tout de moyenne pour ça. Alors, moi, je fais à peu près 1000 interventions par an. Voilà, donc si tu fais le calcul en moyenne tous les jours, en comptant les dimanches, tout ça fait à peu près 3 défunts par jour. Mais parfois, je vais en avoir 6, puis le lendemain, je vais en avoir 2. Ça, c'est complètement aléatoire. On parlait de paranormal, bon, c'est des choses que tu n'as pas vécues, Non. et je pense qu'après, c'est la libre interprétation de chaque Oui, personne en fonction certainement. de... Mais est-ce que tu as eu à t'occuper de personnes de différentes religions, avec des process différents, avec des consignes différentes Je connais pas les consignes pour d'autres religions, Non, mais... alors déjà, il y a la communauté, en tout cas chez les musulmans et chez les juifs, les soins sont interdits. On ne touche pas un corps. On ne touche pas. Voilà. Donc, pour toutes les autres... des fois, on ne sait même pas de quelle religion est la personne. Hein. Je comprends. Voilà. S'il n'y a pas de signe, tu sais, un médaillon, une chaîne, comment on appelle ça, un icône, Ouais. tu peux pas le savoir. Et dans les autres religions, tu dis qu'il y a donc... Enfin, en tout cas, chez les juifs et chez les musulmans, il n'y a pas de... On touche pas le corps. Oui. Ça veut dire qu'il reste dans l'état dans lequel il est mort. Non, eux, ils ont des toilettes rituelles qui sont faites par des personnes de cette religion qui ont été formées à la toilette rituelle, etc. Oui. Dans ta formation, tu as une partie, tu disais que parfois tu maquilles, tu fais des détails, une partie de maquillage ou c'est ça, c'est Très peu. Ça aussi, c'est vraiment de l'auto-formation parce que à l'école, finalement, c'est pas des choses qu'on t'apprend. Et suivant ton maître de stage, tu vas peut-être avoir affaire à un professionnel qui est hyper investi dans le make-up, une personne qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment... Et puis, c'est pareil, tu dois apprendre à voir ce que toi, quel professionnel tu veux devenir, quel professionnel tu veux être. Je sais qu'au début de ma carrière, je maquillais beaucoup, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Aujourd'hui, je maquille quasiment plus personne, sauf sur la demande d'eux. C'est très important aussi que les gens, au fur et à mesure des jours qui passent, voient l'évolution quand même de la personne, parce que dans leur inconscient, ça va ancrer que cette personne est morte, et c'est quelque chose aujourd'hui que je trouve importante. Et on me rappelle jamais pour me dire il faut maquiller la personne. C'est donc... Oui, non, j'imagine. Voilà. Tu t'es occupé de personnalités qui sont des gens connus, ou en tout cas des proches de personnalités connues que tu as eu à côtoyer, alors, sans dire qui c'est. Hein. Oui, alors moi je réponds toujours que chaque proche est une célébrité pour sa famille. Effectivement. Voilà. Ouais. Mais je pensais à quelqu'un, par exemple, qui allait te surprendre. Tu te dis, je m'occupe d'une personne que je m'attendais pas à... Oui, ça m'est arrivé, mais... Ouais, non, je cherche pas les noms, c'est pas ça. Voilà. Mais parce que ça doit être surprenant quand même de devoir aussi parfois... Tu le sais à l'avance. Ah oui? Oui. D'accord. Tu le sais à l'avance, on t'avertit, parce que c'est des décès qui sont très... tu vois, ils sont plus... Enfin, je sais pas comment te dire. C'est pas que les pompes funèbres le prennent plus à cœur, mais comme ils veulent protéger un maximum ces familles-là, donc ils anticipent tout, donc ils t'avertissent. Ils prennent plus de pincettes peut-être Non, ils prennent pas plus de pincettes, mais en tout cas, ils tiennent à ce que tout ça reste très encadré, qu'il n'y ait pas de débordement, Voilà. Je vois l'idée, ouais. Oui, tout est plus cadenassé, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Tout doit rester secret, tout est... Voilà.
as des réseaux sociaux aujourd'hui, toi, où tu parles de ton métier. Oui. Tana-du-bas Nanou, oui. c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes sur tes réseaux, qu'on comprenne un petit peu? Tu parles de ton quotidien, de comment tu fais tes soins Alors, déjà, ce qui est important à dire, c'est que moi, je me suis pas dit, tiens, tu vas ouvrir un compte et tu vas parler de ton métier. Jamais. T'es sur TikTok et Instagram, pour ceux qui voudraient voir et te voir dans ton activité. Oui, c'est ça. Et tu parles de plein de choses. Et voilà. Et au départ, vraiment, c'est parti du moulage. Je me suis questionnée en venant d'un stage où j'ai appris à travailler d'autres matières. Je me suis dit, comment je peux faire pour que les gens le sachent? On manque tous de temps dans notre vie chaque jour. Et je me suis dit, bah, tiens, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen. Puis moi, j'avais très peur des haters et tout ça, tu vois. Ah oui. Donc, je me suis dit, bah, là, tu vas pas te montrer, ça va être... Et ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, bah, j'ai eu des questions. Et là, je me suis dit, bah, est-ce que je choisis de répondre à ces questions ou pas? Et j'ai décidé de me montrer et de répondre à ces questions. Et de fil en aiguille, bah, ça a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Et t'as un fils qui a 13 ans? Oui. Est-ce que c'est lui qui gère tes réseaux et qui t'aide? Non, j'aimerais bien, mais non, personne ne m'aide. Tu gères toi-même tes réseaux, du coup? Oui, j'ai dû apprendre. T'as des questions de plus jeunes? TikTok est quand même aussi adressé à une population qui va être en majorité, je crois, du 18-25. Pas forcément, hein, pas forcément. Il y a des plus anciens aussi, mais je sais qu'il y a une... Il y a des très jeunes, surtout. Ah, il y a des très jeunes. Il y a des très jeunes, et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Alors, on est quelques-uns maintenant à faire ce genre de choses sur les réseaux sociaux, à parler de nos métiers du funéraire. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des très jeunes personnes. Moi, j'ai des jeunes filles de 10 ans qui me suivent et qui me parlent et qui me posent des questions. Et je me suis toujours dit, avant de publier une vidéo, est-ce que j'accepterais que mon fils de 13 ans voit ça? Voilà. Donc, il faut rester très, très prudent. Je veux dire, on n'est pas sur... Alors, on n'a pas tous les mêmes buts sur les réseaux sociaux, évidemment, mais... moi, mon but premier, en tout cas, il n'est pas de choquer les gens, c'est pas de faire des millions de vues, c'est pas de... ce que je veux, c'est répondre à des questions que les gens se posent depuis très longtemps, parce que parfois, tu vois, j'ai répondu à une question sur une vidéo, j'ai reçu un message un jour d'une personne qui me disait « Nanou, grâce à cette réponse, je vais enfin avancer sur mon chemin de deuil, alors ça faisait 10 ans que je me posais cette question. Et j'avais jamais osé la poser. Oh. » Donc vraiment, voilà, c'est un but d'information pour lutter contre la désinformation. Je parle aussi de la mort, du deuil, puisque je suis une enfant endeuillée, et puis j'ai vécu d'autres deuils après. Donc pour moi, c'est important d'en parler, de faire comprendre aux gens qu'on n'en meurt pas si on en parle. Puisque je publie encore, c'est que je suis en vie. Oui, bah c'est bien d'en parler. Alors, il y a beaucoup on va dire de familles, ou en tout cas de croyances qui pensent qu'après la mort, il se passe des choses, et qu'entre autres, c'est pour ça aussi qu'il faut être préparé de la plus belle des manières, parce qu'il y a de l'autre côté, c'est comme ça qu'on sera. Qu'est-ce que tu as comme avis, toi, sur la vie après la mort? Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir en parlant de ces sujets-là? Évidemment, il y a des gens qui ont besoin, qui se posent ces questions-là, c'est normal, hein, voilà. Mais moi, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante. D'ailleurs, j'ai regardé l'émission avec Anne Tufino, c'était passionnant. Mais moi, j'ai que mon propre avis et mon expérience personnelle au fur et à mesure de ma vie et de mon parcours de vie. Je pense que la mort n'est pas une fin en soi. Voilà. Mais je pense tous qu'on arrive sur cette terre pour travailler certaines choses, pour avoir des réponses et peut-être... éviter de demander ça dans la vie d'après, je sais pas. Pour moi, c'est un parcours d'existence et non pas un simple parcours de vie. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier, toi, aujourd'hui? Quelle est ta plus grande récompense personnelle, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est difficile de répondre à cette question. Je sais pas, on a tous quelque chose qui nous plaît dans notre métier, je pense, qui nous rend... Moi, mon métier, si tu veux... Là où j'y trouve beaucoup de satisfaction personnelle, c'est de me dire que j'aurais été la dernière personne à prendre soin de ce corps. Voilà, à rendre hommage à l'existence de cette vie en prenant soin de ce corps. Ouais, c'est une sorte de récompense aussi, peut-être Bien sûr, parce que c'est ce que j'espère qui a été le cas pour mon papa. Et c'est ce que j'espérerais pour moi aussi, parce que c'est pas parce que je suis morte que... Si je veux dire, j'ai encore un peu de conscience, j'ai envie de voir qu'on prend soin de moi, ou qu'on me chérit, ou quand je perds un de mes proches, c'est très important pour moi de savoir qu'on l'a choyé une dernière fois.
Ouais, je comprends. C'est un rendre hommage, en quelque sorte. Je te remercie d'être venu nous voir. Toi. Je rappelle tes réseaux. C'était pas prévu, mais on en a parlé. En fait, je trouve que c'était aussi l'occasion pour ceux qui nous suivent d'aller voir ce que tu fais. Donc, c'est Thana, Thana, _, Nanou, Nanou. Donc, on l'a dit, hein, tu racontes plein d'anecdotes de ton métier, comment ça se passe pour la reconstruction. En fait, j'explique mon travail, en fait. J'explique ton travail, exactement. Tu as même parlé récemment de comment toi, tu allais gérer pour ta propre mort. Donc, je t'ai posé la question, mais tu en parles sur les réseaux aussi. Oui, c'est ça. Merci d'être venu. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui nous suivent. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube de Légende. On est partout, on est sur les réseaux, on est sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc, si vous nous cherchez en fonction des réseaux que vous consommez, n'hésitez pas. On publie 3 vidéos par semaine, une le mercredi, une le vendredi, une le dimanche. Donc rejoignez-nous autant que possible sur Légende, abonnez-vous, c'est juste en dessous, c'est facile. Et merci encore. Merci beaucoup.